Welcome back sur Prends un break, mes petits minous. J'espère que tout le monde va bien en ce début décembre. Le temps des fêtes bat son plein. J'espère que vous êtes dans l'esprit de Noël. Moi, je suis déjà dans l'esprit de Noël depuis 2 semaines. Tu sais, t'as-tu commencé à faire tes décorations à l'appart? J'ai acheté une chandelle qui sent le sapin. Ça a C'est été vrai? mon premier commitment pour Noël. C'était-tu ton idée ou c'est ta copine qui t'a amené ça? C'est genre l'affaire de filles qui c'est pas ramènent à mon l'appart, idée. c'est pas toi, c'est ça. Hein? Ouais, je comprends Je ça. suis pas allé chez Bath and Body Works. Ouais, non, hey, ça donne mal à la tête les odeurs à cette C'est place-là. cave. Moi non plus, j'irais pas. Et puis là, tu veux choisir la bonne fragrance, fait que t'en sniffes une douzaine, tu sors de là. Non, c'est ça. Buzz et raide. Buzz et raide, ouais. Ben, Comment parlant tu vas, de. toi? Ben, moi, ça va super bien, man. Qu'est-ce qu'on a été mentionné à tout le monde en parle hier. Ben oui, ils ont C'est reçu Guy Jodoin, j'écoutais ça. C'est soit j'écoutais le foot ou j'écoutais Tout le monde en parle. Bon, m'a zappé ça si Tout le monde en parle. Guy Jodoin arrive, mon gars, super cool comme d'habitude. Puis là, ils nous ont cités. Ils ont même mis un extrait de nous Ben autres. ouais, c'est ça, c'était hot. Fait que, ben, shout-out, je pense que c'est la première fois qu'on se fait remettre vraiment dans un. Tu sais, on a déjà passé dans le journal un peu, des trucs comme ça, mais médias traditionnels, télé, là, je pense que c'est la première fois qu'on est repris de même. Tout le monde en Ouais, parle. c'est en ça. plus. Puis il a pas juste dit, hey, t'as passé dans un podcast. Là. Il a Genre, cité, il a même ouais, mis un petit extrait. Ouais, c'est ça. Puis il a un peu dit qu'on était des cabochons, mais il a aussi dit qu'on était sympathiques. Fait Oui, que genre, c'est ça. c'est cool, là, tu sais. C'était fun. Puis Chris, parlant de ce que j'aime être cité à Tout le monde en parle, mais j'aime aussi la boisson de l'heure, Frank, ces temps-ci. C'est une boisson qui est québécoise, qu'on retrouve dans les SAQ. C'est Sève qui nous commandite encore pour l'épisode de cette semaine. On peut ça décapsuler parce qu'on a quand même un épisode pas stressant, mais gros en contenu. Fait Ah que. ouais, on va se dégourdir un peu C'est avec ça. ça. C'est un bon produit québécois en vente dans toutes les SAQ. Fait que si tu veux t'en procurer pour le temps des fêtes, c'est le temps d'en prendre puis de faire goûter à toute la famille. Effectivement, fait que détendons avec une bonne petite sève. Puis on a aussi Eros encore qui nous supporte pour l'épisode de cette semaine. Vous le savez, ils sont là toutes les semaines. On a vraiment un cadeau cool cette semaine qui fit avec notre invité, on l'espère. Fait que c'est ça, on les remercie encore d'être là pour un autre épisode. Let's fucking go. Je pense que sans plus tarder, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Ouais, puis on est quand même limité dans le temps, fait qu'il faut qu'on soit le plus efficace Ben oui, il y a possible un horaire avec nos mots, tu assez sais. chargé. Notre là. premier politicien, on est rendu là. Je C'est notre premier politicien? pense que oui. Je pense que oui. Oh, ouais, hein? Noémie Dufresne, c'est pas une politicienne. non, c'est pas un politicien. Sans plus tarder, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il a fait de la radio, il a fait des controverses, mais c'est surtout le chef du Parti conservateur du Québec. Sans plus tarder, on accueille Éric Duhem! Salut! Merci d'être là. Salut les gars. Comment tu vas, mon Ça va Ricky super boy? bien. C'est ça. Je sais pas comment me décrire moi non plus. Quand on me dit que je suis un politicien, tu sais, c'est pas. Je suis pas encore habitué, même si ça fait presque 4 ans maintenant que je suis là. Ben oui. Je me suis pas encore habitué. Je m'identifie encore comme un gars de médias, puis un gars qui jase, puis qui aime ça, changer le monde, puis avoir des idées. Mais le titre de politicien, c'est un peu péjoratif, j'ai l'impression. Pour ben du monde. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe, on parle beaucoup de politique en ce moment, fait que c'est sûr que ça doit être plus difficile de se positionner là-dedans. Oui, mais en même temps, tu sais, je l'ai pas, ça m'est pas tombé dessus par hasard. Là. J'ai quand même choisi de faire ce que je fais, puis je l'assume. Là. C'est ça. Mais c'est un. Je pense que je fais un peu de la politique différemment pour toutes sortes de raisons. Un, parce que je suis pas élu, c'est sûr que ça change la donne. Parce que j'ai parti à peu près à zéro. Tu sais, le Parti conservateur, quand je suis arrivé au Québec, c'était 400 membres. Aujourd'hui, on est 63 000. Tu sais, c'est quelque chose qui a beaucoup changé comme réalité depuis le temps. On était à 1% des sondages. Là. On était à 12-13%. Fait que c'est sûr que c'est une grosse business, mais tu sais, moi, je suis un marathonien dans la vraie vie, puis aussi en politique. Ouais, c'est ça, parce que tu dis que t'es nouveau là-dedans, mais ça fait des années que tu baignes là-dedans. Oui. Tu sais, t'as même déjà fait une campagne électorale au début des années 2000, fait que tu sais, t'es quand même rodé. Ouais. Puis tu dis que c'est péjoratif, un peu le terme politicien, genre, il y a un jugement qui est par rapport à ça. Mais toi, t'as traversé plein de scandales dans ta carrière, tu sais, Ouais. tu l'as vécu, le jugement, c'est quelque chose qui te stresse d'être rendu au niveau où Non. tu es chef de parti, tu étais plus exposé à ça, mais tu l'as toujours un peu été. C'est parce que, tu sais, si ça me stressait, je ferais d'autres choses dans la vie, là, on s'entend. Là. C'est pas, tu sais, mais en même temps, il faut faire, tu sais, quand tu es en politique, je pense, ça m'a pris du temps, surtout même dans les médias, même vous autres, vous allez le vivre à un moment donné. Faut que tu sois capable de faire la différence entre la personne que les gens connaissent puis qui t'es vraiment. Parce que, tu sais, les gens me connaissent pas, ils me jugent souvent, puis ils n'ont aucune crise d'idée qui je suis, là, en bon québécois. Fait qu'ils n'ont pas de...
Ils ont pas la vraie vérité sur moi. T'sais, moi, mon chum, mes parents, mon chien me connaissent, là, mais eux autres, ils me connaissent pas. Là, Ouais. Ils ont entendu une déclaration hors contexte dans un média, puis ils pensent qu'ils me connaissent, mais ils connaissent rien. Là. Qu'est-ce que tu pourrais-tu nous nommer une chose que le public québécois sait pas de toi qui pourrait peut-être nous surprendre, à part le fait que t'es marathonien? Ben, je sais pas, il y a plein de petites. Tu sais, les gens me demandent. L'affaire qui est bizarre, c'est surtout dans mon couple, là, les gens pensent toujours que mon chum, il passe au cash. Le petit, que ça doit être épouvantable parce que les gens ont l'impression que je suis un peu autoritaire, puis je décide tout, puis que je suis le gros mâle alpha de la gang. Mais dans le couple, moi, mon chum, il fait beaucoup de ce qu'il veut, puis je suis très à l'écoute de mon conjoint, puis il est pas. C'est pas. Écoute, je me souviens pas, ça fait quoi, 10-12 ans qu'on est ensemble, peut-être plus. Je me souviens pas d'une chicane vraie, là, je suis pas dans la confrontation du tout dans ma vie privée, alors que les gens pensent que parce qu'ils voient de la controverse à la place publique, ils pensent que dans la maison, les assiettes doivent revoler. Ouais, c'est Mais ça. c'est pas ça. En même temps, ça c'est fait bon, du ça. sens, là. Tu te chicanes déjà en dehors de la maison, J'ai ma rendu dose, chez là. vous aussi bien de... Puis quand mon chum veut commencer à chicaner, c'est ça que j'ai dit. Je dis, moi, j'ai eu ma dose aujourd'hui, là, je m'engueulerai pas avec toi, ça, c'est sûr. T'es le dernier avec qui je veux m'engueuler. Ouais, je comprends. Puis c'est quoi qui t'attirait? Tu sais, la politique, justement, ça fait début des années 2000. Puis même, t'as commencé, tu sais, t'écrivais des lettres politiques. Puis Ouais. tu sais, tu dénonçais des trucs. Je pense que ta première, c'était tu dénonçais les baby boomers, où ce que tu disais qu'il y avait un peu fucké notre génération. Puis là, tu sais, tu parlais de ça. T'as comme tout le temps été un peu dans le dénoncement. Puis justement, pas nécessairement dans... T'es allé dans la controverse. Ouais. T'as pas eu peur de piquer même avec tes titres, tout ça. Ça vient-tu de ta personnalité? C'est Ben, de où ça vient, ce côté-là? C'est frondeur? intéressant que tu poses cette question-là, puis c'est pour ça aussi que j'ai voulu vous parler. Moi, si j'ai fait de la politique dans la vie, c'est pas parce que ça me tentait, puis c'est pas parce que c'était un rêve d'être premier ministre, là, c'est pas comme François Legault que j'étais prêt à prendre n'importe quel parti, n'importe quelle idée pour avoir le titre. Là, la job, c'était pas la job qui m'attirait, c'était les idées. C'est le jour où j'étais étudiant à l'université, puis je me suis rendu compte qu'on était en train de planifier d'appauvrir une génération, qu'on était en train d'hypothéquer cet avenir-là, qu'on empruntait, puis qu'on envoyait une dette puis un déficit sur les épaules du monde après pour acheter la prochaine élection. Fait qu'on achète la prochaine élection puis on endette la prochaine génération. Puis toutes les partis ont été coupables de ça, là, autant au provincial qu'au fédéral, puis de toutes les couleurs. Et c'est pas, tu sais, normalement, là, toutes les générations qui sont arrivées depuis nos ancêtres sont arrivées en Amérique, là, toutes les générations ont vécu plus pauvres plus riches que leurs parents. Puis c'est normal, on veut tout léguer plus à nos enfants que ce qu'on a reçu de nos parents. Et là, on a planifié depuis des décennies qu'il y a une génération qui va vivre plus pauvre. Puis vous autres, vous êtes cette réalité-là. C'est plus une fiction. Là. Ça ne veut pas dire que vous, individuellement, là, mais collectivement, vous allez être plus pauvre que vos parents parce qu'on a planifié historiquement de donner des bonbons électoraux en mettant la facture sur votre dos. Puis là, vous vous ramassez avec la facture, puis aujourd'hui, ça commence à paraître. Fait que ça fait qu'aujourd'hui, un des jeunes comme vous autres, s'acheter une maison, bien, c'est quasiment c'est quasiment pas pensable. Ça fait que vous aurez probablement jamais les mêmes standards que vos parents. Ça fait qu'on voit un gars qui était vendeur de chaussures dans une boutique, que sa femme travaillait pas, qui avait 2 enfants, qui avait une maison, puis qui avait 2 chars à la maison, alors que vous autres, même si vous travaillez comme des singes, les deux, vous aurez jamais ça. L'accès aux soins de santé. Les soins de santé, c'est la même chose. Dégueulasse. Quand vous allez arriver, il va falloir que vous sortiez votre carte de crédit parce que pendant des années, les coûts vont exploser puis qu'on n'aura plus les moyens de se payer ce système-là. Le régime de retraite, la Régie des rentes du Québec, vous payez 3-4 fois plus que vos parents, vos grands-parents en termes de pourcentage sur votre revenu. Puis ce que vous allez retirer quand vous allez être à votre retraite, vous autres, ça va être des peanuts si la caisse n'est pas vide. Fait que c'est toutes des questions qui me préoccupaient. C'est comme ça que je suis devenu conservateur. Puis tu as raison, ma première lettre ouverte que j'ai écrite, c'était dans Le Devoir. C'était une lettre ouverte à Pierre Bourgault, qui est décédé aujourd'hui, qui est un ancien chef indépendantiste au Québec. C'était Pierre Legrand, puis c'était une réaction au fait qu'il attaquait Mario Dumont, qui à l'époque était chef de l'ADQ. Puis ça m'a fait un peu connaître. Puis après ça, le premier livre que j'ai publié, c'était «L'État contre les jeunes, comment les baby boomers ont détourné le système». Et c'était exactement les calculs que je viens de vous parler, là. Et ça continue de me motiver. Puis ça se reflète dans l'action politique parce que, tu sais, je regarde les sondages, les jeunes sont beaucoup plus conservateurs que les personnes âgées. Tu sais, les boomers, ils m'aiment moins, mettons, là. Ben, c'est ça. Mais tu vois, c'est ça ça fait du sens parce que quand tu expliquais ça, j'étais comme, ben, c'est peut-être ça qui explique justement parce que là, on le voit encore plus, on dirait, dans les derniers mois, là, avec Donald Trump, tout ça, on voit que la montée du conservatisme chez les jeunes. Puis qu'est-ce qui explique ça? Puis là, je me dis, ben, il y a sûrement de ça. On est plus pauvre que les générations avant. Fait que peut-être que là, on s'en rend plus compte. Puis il y a bien du monde de mon âge ou dans mes âges qui sont comme, hey, là, on est écœurés, il faut retourner
faut que le gouvernement reprenne sa place, mais qu'il se mêle de ses affaires puis qu'il arrête de nous piger dans les poches. C'est ça, ben toi, tu le vois comment? Tu le vois-tu de même, un peu, la montée du conservatisme Ben chez oui, les je jeunes? le vois exactement comme ça. Là. Tu sais, j'essaie de m'imaginer si j'avais 25 ans avec mon chum puis qu'on n'avait pas les moyens de s'acheter une maison puis on travaillerait les deux. C'est sûr qu'on serait frustrés. Là. Donc, on essaierait de se demander comment ça se fait qu'on en est arrivé là. Comment ça se fait qu'il y a de l'inflation comme ça? Comment ça se fait qu'à tous les ans, tout coûte plus cher? Puis qu'on n'a plus les moyens de vivre, puis que tout est rendu très, très cher, ben il y a des raisons. Je veux dire, si l'inflation est aussi élevée, c'est parce que le gouvernement dépense trop, puis il emprunte trop, puis il fait monter les taux d'intérêt. Puis c'est une spirale, l'économie. La même chose avec le prix des maisons. Je veux dire, c'est la même chose avec le prix de l'épicerie, la même chose avec les autos. Tu sais, quand tu dis au monde, vous n'allez plus avoir le droit de conduire des autos hybrides, des autos à essence, vous allez être obligé de vous acheter des voitures électriques à 79 000 $ en moyenne, un auto. Ben moi, mon premier char, je me suis acheté, là, il était loin de 79 000 $, là, même en dollars de l'époque. Là. C'est quoi que tu entends chez les jeunes face à cette situation-là, surtout dans ton parti? Ben les jeunes, il y a Génération Ambition qui est un mouvement à l'intérieur du mouvement conservateur là, au Québec. C'est exactement ce message-là. Eux autres, il faut remettre le gouvernement à sa place, il faut faire le ménage dans les finances publiques, il faut remettre de l'argent dans les poches des jeunes qui travaillent, il faut remettre du monde. Parce que moi, ce qui m'inquiète, là, c'est que la nouvelle génération là, est plus scolarisée, est plus bilingue, puis elle est plus mobile. Puis elle est plus informatisée, là, elle est techno. Là. Fait qu'elle va être beaucoup plus facile. À un moment donné, là, ce qui serait dangereux, c'est qu'ils disent, regarde, vous voulez votre modèle qui tient pas de bout à la socialiste, là, bien gardez-le, moi je vais voter avec mes pieds. Parce que si jamais on a un exode des cerveaux, puis ceux qui vont s'en aller, c'est pas les moins bons, c'est pas les plus pauvres. Là. Ça va être les plus brillants puis les plus riches. Puis si eux autres commencent à partir, bien la spirale dans laquelle on est, ça va être encore pire. Comme un c'est peu ce pour qu'on ça qu'il faut entend beaucoup arrêter chez ça. les médecins qui Ben font oui. la formation ici, puis après ça, ils partent. Puis là, on va leur dire, ah, t'as pas le droit de travailler au privé, t'as vu ça? Là, le gouvernement veut empêcher les jeunes. Ça, c'est une autre discrimination. Là. Oh, c'est chiant pour toi, ça. Non, mais les plus âgés, ils ont le droit d'aller travailler au privé, eux autres. Mais là, les plus jeunes qui vont sortir, là, le gouvernement va les empêcher, eux Au autres. niveau de la médecine. Au niveau de la médecine. Mais là, qu'est-ce qu'il va faire que ça sera pas la même chose pour les infirmières après, puis ça sera pas la même chose pour les ingénieurs, puis ça sera pas... Tu sais, c'est une spirale dangereuse, là. Et fait que ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? S'ils veulent pas être pognés dans un carcan bureaucratique, puis ils veulent pas travailler dans un monopole public, ils vont sacrer le camp. Puis c'est comme venez travailler dans notre réseau de santé qui est complètement gangréné par qui est complètement qui est à chier aussi. Mais faut se le dire, non, mais c'est un bon mot, là. Ben c'est ça, moi ça fait j'ai été une couple de fois là, dernièrement dans le réseau de la santé publique. Puis il a fallu que je me ramasse au privé 3 fois parce que les 3 fois que j'étais allé au public, ben j'avais pas les soins. Puis quand je me ramassais au privé, les médecins regardaient ce que les médecins avaient fait au public, puis ils disaient « Hey, ils ont vraiment rien fait, ils ont fait aucune analyse, faut pousser plus loin. » C'est comme je me sentais juste « Bon, ben toi, on s'en calisse, next. » Fait que tu sais, ça m'a coûté, je pense, 3000 $. Wow. Cette année, juste de frais médicaux au privé. Puis t'imagines combien tu payes avec tes taxes pour un système public en plus. C'est là. ça. Fait que tu payes des deux barres. Exactement. Tu n'as pas le bon service. Puis c'est ça, ça c'est important. Là. La réforme de la santé, c'est peut-être une des réformes qui est proposée par les conservateurs qui est la plus importante. Parce qu'au Québec, là, ça fait des décennies que c'est tabou de dire le mot privé puis santé dans la même phrase. Parce que tous les politiciens disent tous qu'ils sont pour un monopole public. Sauf que le système de santé privée, il marche à côté parce qu'il est tellement pas bon le système public que le monde fait comme toi. Ben oui. Puis il se sauve au privé. C'est ça. Mais la solution, pour nous, on a regardé, là, pour notre docteur Karim Elayoubi, qui est notre porte-parole en santé, là, il a fait notre programme là-dessus. On a regardé les meilleurs systèmes au monde. Puis c'est les systèmes européens, le système allemand, le système suédois, le système des Pays-Bas. Il y a plusieurs pays, même la France, ils ont un système parallèle public-privé. Puis ce qu'on propose, nous autres, c'est si tu veux payer, bien, c'est sûr, tu peux toujours aller au privé. Ça, il faut laisser la liberté au monde. Mais si tu ne peux pas payer ou tu ne veux pas payer, ben tu vas au public. Mais si le public a des délais déraisonnables, ben il faut que tu puisses aller au privé sans que ça te coûte une scène. Puis le public va être obligé de payer. Puis si le public, il le fait pour plus cher, parce qu'on va calculer combien ça coûte chaque acte qu'ils font. Puis si le privé est capable de le faire moins cher, tu n'as même pas besoin d'avoir de délai d'attente. Tu t'en vas direct au privé si c'est moins cher pour les contribuables, puis tu utilises ta carte d'assurance maladie. Puis ce système-là, c'est ça, les systèmes les plus performants. Ça prend de la concurrence. Si vous autres, vous aviez le monopole des podcasts au Québec, là, vous seriez pourris. Mais le fait qu'il y en a plein qui sont comme vous autres, là, ça vous donne de la concurrence. Puis c'est bénéfique pour tout le monde qui vous écoute parce que vous êtes meilleur de semaine en semaine à cause de ça. Mais c'est la même chose qu'il faut que ça s'applique au système de santé au Québec. Un monopole, c'est pas bon. Puis on a un monopole présentement, puis c'est ça qui est pas bon. On pense à faire plaisir au système plutôt que de faire plaisir aux patients qui ont besoin de soins. Ah, ça fait du sens. Puis est-ce que tu trouves que dans les dernières années avec M. Legault, ça s'est vraiment empiré de ce qui se faisait avant ou ça
sais, mettons, dans les 2 dernières décennies, ça a toujours été autant exécrable. Ben, François Legault avait promis de belles choses. Moi, j'ai voté pour lui 3 fois, OK? Parce qu'il nous disait qu'il allait réformer. Il a même parlé du privé en santé. À la dernière élection, il nous disait qu'il allait construire 2 hôpitaux privés. Ça fait 2 ans et quelques. On n'a pas le début du commencement d'un hôpital qui se peut être le nez. Il nous avait dit des belles choses, puis il nous avait dit qu'il allait améliorer tout ça. Puis M. Dubé, c'est un homme qui parle bien, tu sais, puis il expliquait ça. Mais la réalité, quand tu regardes les chiffres, il n'y a jamais eu autant de monde qui attend. Il n'y a jamais eu autant de monde privé de soins. Il n'y a jamais eu autant de monde qui font comme toi, qui disent là, je t'ai écœuré, puis je vais payer de mes poches parce que c'est trop pourri. Le système s'est dégradé sous leur leadership. Et ça, c'est leur bilan. À un moment donné, on peut bien juger à ce qu'ils disent, mais entre ce qui ont les beaux discours puis les actions concrètes sur le terrain, il y a un écart énorme. Et malheureusement, le système n'a jamais été aussi déficient qu'il est à l'heure actuelle. Corrige-moi si je me trompe, mais je pense que M. Dubé, c'est un comptable. Oui, M. Legault aussi. Est-ce que c'est un comptable, c'est la bonne personne à mettre en poste, ou toi, votre parti, c'est plus un médecin? C'est ça qui serait plus. Moi, j'aime mieux avoir un efficace? médecin personnellement parce que, tu sais, quand Karim El Ayoumi parle du système de santé, ben, il parle de son hôpital, il parle de sa clinique, il parle de ses patients. Moi, je trouve que pour la population québécoise, en termes de communication politique, je trouve ça bon. Cela étant dit, c'est pas une obligation, là. Il y a eu plusieurs ministres de la Santé dans l'histoire du Québec qui n'étaient pas des médecins puis qui ont fait un travail correct, là. Mais je trouve que d'avoir quelqu'un qui connaît le réseau de l'intérieur, c'est un avantage, tu sais, parce que le système de santé, c'est pas juste des chiffres, là. C'est du monde qui souffre, c'est des soins, c'est... Tu sais, le patient, là, c'est important dans notre système, puis il faut qu'il comprenne la dynamique à tous les jours. Fait que moi, j'aime toujours mieux avoir un praticien, là, quelqu'un qui est sur le terrain plutôt que quelqu'un qui est juste dans les chiffres. Mais moi, c'est pas ça que je reproche à M. Dubé. Moi, ce que je reproche à M. Dubé, c'est de nous avoir dit une chose en élection puis de faire le contraire depuis qu'ils sont au pouvoir. Comment t'expliques, on parlait un peu de la montée du conservatisme chez les jeunes, Oui. tu sais. Puis moi, ce sujet-là m'intéresse parce que quand j'allais au cégep et l'université, on était tous de gauche, on Toutes dirait. des QS. On était tous un peu QS, puis c'était ça qui nous allumait, tu sais. Je veux dire, la gauche, c'est la jeunesse, c'est le changement, c'est on renverse le statu quo, on crée quelque chose. Tu sais, il y a de quoi d'excitant, on dirait, vers la gauche. Puis on dirait que c'est ça qui, historiquement, les jeunes ont tout le temps été comme un peu plus à gauche. Oui. Puis là, on dirait que dans les derniers mois, justement, ça a comme complètement Ça a switché complètement changé. le truc. Comment tu essaierais de le vendre un peu, le conservatisme, aux jeunes, qui est justement eux autres qui ont le goût de changement, mais là, c'est comme, on revient un peu en arrière. Comment tu le vendrais? C'est super intéressant ta question parce que moi aussi, je le vois, puis on le voit partout en Occident. Hein. C'est pas juste au Québec en passant, le phénomène dont tu parles. Là. Par exemple, au fédéral, Pierre Poilievre, présentement, chez les jeunes Québécois en bas de 30 ans, là, il est premier de loin. Puis le Bloc québécois, qui est premier sur l'ensemble du Québec, il est 4e chez les jeunes. Fait qu'ils sont ailleurs. Puis la même chose avec nous autres. Le Parti québécois, la semaine passée, ou il y a quelques semaines, ont sorti un sondage Segma dans la circonscription d'Arthabasca, où il va y avoir une élection partielle. Okay? C'est dans le coin de Victoriaville. Et ce qu'on voit, c'est le PQ est 3 points d'avance sur nous. Okay? Je pense que c'est 29-26 les chiffres au total. PQ qui est considéré à gauche, je suis pas full connaisseur. Oui. C'est plus QS, mais sauf sur l'immigration. Oui, ils sont moins à gauche que ça. QS, mais sont plus plus à gauche que nous autres, plus à gauche que les autres partis. Et le Parti québécois mène par 20 points chez les 65 ans et plus. Puis chez les 45 ans et moins, le Parti conservateur du Québec mène par 21 points. OK? Fait que ça, c'est juste Victoriaville. Là. Ils ont fait un sondage très, très régional, puis c'est un comté qu'on pourrait gagner. Fait que, mais c'est juste te montrer l'écart entre comment ça se fait qu'on est rendu là. Puis tu as raison que historiquement, moi, j'ai jamais vu ça, puis je suis à la politique depuis toujours, puis j'ai même demandé à du monde plus vieux que moi que s'il avait déjà vu ça. On disait toujours que la gauche était plus forte chez les jeunes, puis la droite était plus forte chez les vieux. Ça a tout le temps été ça. Ça a tout le temps été ça. Puis il y avait même un adage qui disait si t'es pas communiste à 20 ans, c'est parce que t'as pas de cœur. Puis si tu l'es encore à 40 ans, c'est parce que t'as pas de tête. mais ça, c'est plus vrai. Aujourd'hui, c'est les baby boomers. Puis il y a un phénomène qui s'est passé au Québec, là, c'est qu'on a une génération. C'est pourquoi ça s'appelle baby boom, c'est parce que après la guerre, il y a eu beaucoup de naissances au Québec là, dans les années, fin des années 40. Là. Fait qu'il y a eu un baby boom, donc un boom de natalité. Puis il y a une génération qui était très, très nombreuse. Et puis après ça, il y a eu un baby bust. Là. Il y a eu une baisse des natalités. C'est la génération X. Ça, c'est ma gang, là, mes parents versus moi. Là. Et donc, ça a fait que cette génération-là, c'est la génération de l'État-providence au Québec. Parce qu'avant qu'il arrive, là, à peu près tout était privé, le gouvernement était beaucoup plus petit, les taxes étaient très faibles au Québec, l'investissement privé était beaucoup plus important que l'investissement public. Fait que il y avait vraiment une intervention de l'État beaucoup plus petit. Puis cette génération-là, elle a créé la grosse bureaucratie qu'on connaît, puis les gros monopoles qu'on connaît en éducation, en santé, puis dans toutes les autres affaires. Et
elle est restée attachée à ce modèle-là. OK? Fait que c'est pour ça que c'est à partir de là que ces idées-là ont vieilli au sein de la population. Je ne sais pas si tu me suis, là. Ouais. Et ça explique qu'aujourd'hui, cette génération-là qui est rendue à plus de 70 ans, elle est attachée à ces valeurs-là. Qu'il avait quand il était jeune. Qu'il avait quand il était jeune. Fait qu'ils sont restés fidèles. Puis l'idéal d'indépendance au Québec aussi, si tu regardes ça, ça a commencé beaucoup dans les années 60, 70. Le PQ a pris le pouvoir en novembre 76 pour la première fois. C'est la génération qui était la première génération qui a été indépendantiste au Québec puis qui était très revendicateur à ce niveau-là. Puis ils sont beaucoup restés accrochés à cet idéal-là aussi. Fait que ce qui fait que avant ça, on disait que les vieux étaient fédéralistes, les jeunes étaient séparatistes. Aujourd'hui, c'est rendu un peu le contraire. Hein? Chez les jeunes, c'est beaucoup plus difficile là, pour les péquistes de convaincre. Fait qu'il y a comme eu une évolution. Et moi, je pense pas que c'est les jeunes qui ont changé. C'est la réalité qui a changé. Parce que dans les années 70, là, le gouvernement, c'était une opportunité de te trouver une job avec un gros fonds de pension, avec une sécurité d'emploi béton, puis puis d'avoir un fonds de pension où tu mets une pièce puis tu en retires 7, ou tu auras un système de santé que tu vas en payer une fraction puis tu vas avoir la santé gratuite. Ils voyaient ça comme quelque chose qui leur rapportait de l'argent. Le même jeune aujourd'hui, c'est exactement le contraire. C'est devenu plus désuet. La fonction publique, premièrement, c'est plus comme avant les jobs qu'ils offrent. Deuxièmement, ils ne veulent pas aller travailler là. Puis troisièmement, ils savent qu'à chaque fois qu'ils mettent une pièce dans ce système-là, il leur revient des pinottes. Fait que c'est pas les jeunes qui ont changé, c'est le modèle qui est plus bon pour la nouvelle génération. Et comment on va convaincre les gens? Bien, il faut les éduquer. Là. C'est une campagne de sensibilisation, c'est une campagne d'information qu'il faut faire, de vulgarisation. Parce que jusqu'à il y a quelques années, on parlait beaucoup que la jeunesse, l'enjeu numéro 1, c'était l'environnement. Je me souviens de ça, là, on parlait, c'était pour ça qu'il y avait beaucoup de QS, là, c'était beaucoup les changements climatiques. C'était même l'enjeu numéro 1, le plus important chez les jeunes. Ouais, je pense que oui. Mais quand tu es plus capable d'acheter une maison, quand tu as de la misère à payer ton épicerie, puis quand tu es pogné à la gorge, puis que tu vois ton chèque de paye qui fond comme neige au soleil, puis les prix montent partout, ta priorité, là, c'est de survivre. Mais c'est comme on dirait qu'avec... C'est ça. Fait que toi, tu serais prêt à utiliser l'hydrocarbure au Québec pour se financer, pour aller chercher des énergies plus vertes, c'est ça? Ça, c'est une bonne question. Là. Au Québec, là, on a du gaz naturel, okay? Beaucoup dans notre sous-sol. Un peu comme aux États-Unis font. Oui, aux Ils étaient les premiers importateurs au monde. Maintenant, c'est les premiers exportateurs au niveau... Ils produisent. Nous autres, au Québec, on a la plus grosse réserve de gaz naturel non exploité au monde. Okay? Fait que quand on dit que l'Alberta est riche puis le Québec est pauvre, là, c'est pas un hasard, c'est un choix. OK? On a une ressource importante. On a choisi que le gaz naturel, on l'importe à 100% plutôt que de creuser puis de prendre le gaz qui est sous nos pieds puis de faire travailler notre monde puis d'enrichir le Québec. Puis, tu sais, le discours environnemental, c'est de dire on est contre toute forme d'exploitation. Mais nous, en tant que conservateurs, on est pas, on a le même idéal. Tout le monde veut sauver la planète, tout le monde veut qu'on soit green. Là. On n'est pas contre l'environnement, mais il faut être rationnel aussi. Le gaz naturel, si on l'exploitait au Québec, là, on pourrait le liquéfier. Il y avait même un projet de 14 milliards au Saguenay qui s'appelait GNL Québec. On pourrait l'envoyer par bateau en Europe. On pourrait transformer présentement des usines au charbon en usines au gaz naturel qui produiraient 60% moins de gaz à effet de serre. On pourrait utiliser notre propre gaz naturel pour s'alimenter sans être obligé de le transporter de la Pennsylvanie ou de l'Ouest canadien avec une empreinte écologique beaucoup plus verte. Fait qu'il y a toutes sortes de choses qu'on pourrait faire pour développer notre économie et pour contribuer à l'environnement. Puis c'est là-dessus qu'on dit, soyons pas dogmatiques. Exploitons, parce qu'on a besoin d'argent. La courbe démographique, tantôt, je vous ai parlé de ce qui se passe économiquement, mais il y a aussi la démographie qui joue contre nous. C'est-à-dire que, au Québec, à l'époque, il y avait beaucoup d'enfants par famille. Là, je vous parlais tantôt du baby-boom. Maintenant, c'est le contraire. On est un peuple qui ne fait pas beaucoup d'enfants. Là. Un des moins productifs à ce niveau-là au monde, ben, c'est les jeunes qui restent. Ils ne pourront pas payer pour les retraites de tout le monde tout à l'heure. Fait qu'il faut développer nos ressources naturelles. Il faut qu'on crée de la richesse. Et c'est un peu ça l'idée de dire, regarde, on a la chance au Québec d'avoir un territoire extraordinaire, hyper riche, qui a toujours enrichi nos parents et nos grands-parents. On a une réserve. Pourquoi on ne l'exploiterait pas? Puis c'est ça la position du Parti conservateur sur le gaz naturel. Il n'y avait pas des dangers par rapport à l'exploitation? Ça ne peut pas avoir des répercussions sur l'environnement, là, genre un brise dans le pipeline? C'est une très bonne question parce qu'à l'époque où on a refusé d'exploiter notre gaz, on utilisait beaucoup des vidéos qui venaient de la Pennsylvanie, justement, Gaslight, je pense que ça s'appelait ou quelque chose comme ça. Il y avait de l'eau pognée en feu là, dans le robinet, puis tu avais du feu qui sortait du robinet. Mais savez-vous quoi?
C'est en Pennsylvanie qu'ils ont commencé à exploiter leur gaz, puis aujourd'hui, ils exportent leur gaz, puis ils s'enrichissent, puis pendant que nous autres, on écoute le vieux documentaire, puis on se fait peur, puis on n'a pas enrichi, puis eux autres, ils ont réglé tous ces problèmes-là avec des nouvelles technologies. La solution, c'est pas d'être archaïque puis de reculer, c'est d'utiliser les nouvelles technologies. On a la chance aujourd'hui d'avoir des cerveaux. La vraie richesse du Québec, c'est nos cerveaux, puis de les mettre à contribution pour développer des technologies pour justement être capable de faire fonctionner ça avec un minimum d'impact environnementaux, puis de développer ça au Québec. Puis ça, c'est pas mal plus des filières d'avenir que de mettre de l'argent artificiel des contribuables dans Nordvolt ou dans filière batterie, juste pour bien paraître puis couper des rubans, puis qu'après ça, on se ramasse avec des milliards que les contribuables, il faut qu'ils payent pour absolument rien, là. L'accès au logement est de plus en plus difficile, l'accès aux soins de santé aussi. J'aimerais que tu nous parles un peu qu'est-ce que tu en penses du rôle de l'immigration là-dedans. C'est sûr que tu peux pas accueillir plus d'immigrants que tu construis de logements. Parce qu'à un moment donné, tu vas manquer de place mettre le monde, puis au Québec, tu peux pas vivre dehors. Fait que ça, c'est un gros problème qu'on a à l'heure actuelle. Puis c'est sûr qu'en tant que... C'est quoi le problème concrètement? Il y a trop d'immigration en ce moment? C'est que le nombre d'immigrants qui rentrent par année au Québec est comme 7-8 fois plus élevé que le nombre de logements qu'on construit. Fait que t'es mais où? Fait que c'est pas pour rien que le prix des logements augmente, puis que le monde sont obligés de vivre avec des colocs, puis qu'on divise puis qu'on a l'impression qu'il y a une pénurie de logements. C'est pas un mythe, là. C'est parce qu'il y a une pression. On veut pas, plus tu rentres d'immigrants, plus il faut que tu loges quelque part. Là. Mais d'un autre côté, on avait besoin de ces gens-là pour travailler, non? Tu as raison, mais s'ils travaillent, mais encore faut-il qu'on ait de la place pour les loger. Tu peux pas avoir une politique d'immigration qui est déconnectée de ta politique d'habitation puis de logement. Il faut qu'on ait suffisamment de logements. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut donner plus de permis. T'sais, ici à Montréal, le construire, c'est l'horreur. Là. Ça prend des années avant que quelqu'un puisse partir un projet de développement immobilier. Puis ça coûte une fortune. Et puis les gens ont de moins... Tout le monde s'est rendu compte que le prix du logement a monté ces dernières années. Là. Je ne suis pas tout seul à avoir vu ça. Là. Pour te donner un exemple, dans mes blocs, j'ai beaucoup de personnes africaines. Puis eux, ils louent le logement, puis ils le gardent. Puis ils le redonnent. Ils sous-louent toujours à quelqu'un. Fait que, mettons, après 3 ans, ça fait genre 3 fois qu'ils changent. Fait que là, il y a des Québécois qui essayent de venir louer, mettons. Puis ils peuvent pas louer parce que moi, j'ai jamais vraiment de rotation de logement parce qu'ils gardent le logement, genre. Puis l'idée de ça, c'est que s'ils le gardent, tu peux pas augmenter le prix. Tu peux l'augmenter un peu, mais pas trop. C'est pas nécessairement l'augmentation de prix, c'est juste que le Québécois, lui, il n'y a plus de logement, puis ça fait que les autres logements sont de plus en plus rares. Il y a une rareté. Ça augmente les prix boostent. Ça, c'est ça qui est le gros problème. L'autre élément aussi, il faut le dire, nous autres, on est des Québécois francophones en Amérique. Là. C'est sûr qu'on est une minorité. D'où l'importance de s'assurer que l'immigration, il y a une intégration. On a un nombre maximum, une capacité d'intégrer les gens dans notre communauté. Mais moi, je suis pas... je sais que les autres partis aiment ça, mettre des quotas. Là. Moi, j'aime pas ça. Là. C'est tous des êtres humains, puis chaque histoire d'un immigrant est différente. Et... C'est comment les quotas? Comment ça fonctionne? C'est genre tant de francophones, tant de pourcentage? Ben, c'est ça. Là, non, mais c'est même un nombre. Ils disent on n'en fera pas rentrer plus que tel nombre l'année prochaine, mais... Encore là, ça veut rien dire parce qu'il y a tout ça, il y a de l'immigration qui est temporaire, fait que ça rentre pas dans les quotas. Il y a toutes sortes de passe-passe qui font que ces chiffres-là veulent rien dire. Puis les débats politiques sont souvent sur les quotas, alors que les quotas, là, regardez pas ces chiffres-là, c'est une illusion. Là. Ce qui est important, puis on n'a pas le choix. Là, tantôt, tu avais un point positif. Là. L'immigration, on en a besoin. Moi, là, je suis chef d'un parti politique, j'ai la chance de faire le tour des régions. Là, j'arrive du centre du Québec, je m'en retourne à Québec demain. Moi, je suis toujours dans les régions du Québec. Là. Je vais dans les villages, j'ai la chance de visiter des entreprises, rencontrer du monde partout. J'arrive jamais sur une ferme ou dans une entreprise ou dans une usine, même dans le fond d'un rang, dans Bellechasse ou dans le centre du Québec, sans que je vois des immigrants qui travaillent. Okay? Ces gens-là, là, si d'un matin, on empêche les gens d'entrer, là, bien, ces entreprises-là, on met la clé dans la porte. Fait qu'il y a quelque chose qui est complètement irréaliste, okay, de penser qu'on peut arrêter d'un matin l'entrée d'immigrants au Québec. Puis il y a plein de Québécois qui veulent pas faire les jobs. Mais il y en a plein qui veulent pas. C'est mieux contrôlé. On va faire quoi? On va fermer l'industrie agricole au Québec? Voyons, c'est pas réaliste. Là. On va manger comment? Là? Fait que je pense qu'on a besoin de la part des immigrants, mais en même temps, il faut s'assurer qu'on est capable de les héberger. Un immigrant qui vient ici, là, qui n'a pas une bonne job, qui ne trouve pas de logement, puis qui ne s'intègre pas, puis qui ne parle pas français, là, c'est pas réussi pour le Québec, puis c'est pas réussi pour l'immigrant. C'est un échec des deux bords. Un immigrant qui arrive ici, qui a une job, qui s'intègre à notre société, qui a un logement, c'est un succès, puis c'est comme ça que le Québec s'est développé depuis toujours. Fait qu'il faut s'assurer de répéter des succès, puis arrêter d'empiler des échecs. Là. Mais comme, tu sais, si tu
c'est-tu viable d'avoir une immigration qui va vraiment s'intégrer à la culture quand nous autres mêmes, on a de la misère à vivre notre culture, on dirait? On À la dirait qu'on est de préserver. la préserver, on est de moins en moins québécois, tout est... Fait que tu sais, Mais ça, c'est mondial aussi. Là. C'est sûr que, tu sais, aujourd'hui, des fois, avec notre ordinateur, on communique avec plus de monde à l'extérieur dans sa planète ça, qu'avec là. des Québécois. Là. Il y a bien du monde qui sont plus connectés avec des gens à l'extérieur que les gens d'ici. Puis dans le contenu qu'on consomme, moi personnellement, je consomme beaucoup plus de contenu qui vient d'ailleurs C'est ça. que de Ben, c'est contenu ça. on va pas au québécois. carnaval. Fait que je vois pas une gang d'Africains là, au carnaval. Puis, tu sais, même juste là, ce qu'on est en train de faire, là, il y a du monde qui l'écoute à l'extérieur du Québec. Là. Tu sais, il y a des aspects positifs Ouais, ouais. aussi. Là. Il y a des gens qui 100%. sont à l'extérieur du Québec qui peuvent rester en contact avec notre culture, notre langue puis notre identité. Fait que c'est plus difficile qu'avant. Avant, c'était facile à contrôler, c'était un territoire. Aujourd'hui, c'est plus ça. Parce que la culture, elle évolue. Des fois, j'ai de la misère avec le terme protéger. La culture, on protège quoi? Tu sais, c'est quelque chose qui est en mouvement. Là. La culture, c'est ce qu'on La culture, a. c'est pas statique. Hein? C'est pas statique. Tu sais, Non, oui, c'est perdre ça. la langue, ça, c'est protéger la langue, c'est bien, mais la culture, ça veut dire quoi? Tu sais, C'est une très bonne question que tu poses. Moi, là, j'adore aller aux États-Unis, OK? Puis j'y retourne la semaine prochaine. Là, moi, je vais toujours voir des matchs de la NFL. OK? Une fois par année, mon chum puis moi puis un couple de nos amis, on va voir un match de la NFL aux States, OK? C'est notre gros voyage, là. On y part fin novembre, début décembre. Avant Noël, on va toujours voir un match de la NFL. Puis pour moi, là, la culture américaine, j'ai appris à la découvrir et à l'aimer d'un tailgate, dans toutes les grandes villes des États-Unis. Ouais. Ah, Puis- t'es pas plus américain qu'un tailgate. Écoute, il n'y a rien de plus américain qu'aller dans un tailgate d'un match de la NFL. Puis moi, j'adore ça, OK? Ouais, le rassemblement, tout le monde ensemble, la bouffe, tout est... Fait que tu sais, la culture, là, c'est pas juste le théâtre, c'est pas juste des musées, là. La culture, c'est la vie. Puis c'est la différence. Puis j'ai jamais... Ce que je vis dans un tailgate aux États-Unis, j'ai jamais vécu ça nulle part ailleurs sur la planète. Puis il y a quelque chose d'unique. Puis moi, je considère que j'ai une définition très large de la culture. Parce que ce qui se passe dans les parkings pendant le tailgate, puis ce qui se passe même dans le stade pendant la game, pour moi, c'est culturel. Ça fait partie de la culture américaine, puis de son identité. Puis nous autres, ce qui se passe dans les arénas, puis ce qui se passe au Centre Bell, puis ce que, tu sais, le hockey, nous autres, ça fait partie de notre ADN aussi, là. Mhm. Tu sais, ça fait partie de notre culture. Alors que, tu sais, les sports sont jamais considérés comme des choses culturelles. Pourtant, ils définissent beaucoup qui on est comme peuple. Ben oui. Puis aussi, les cultures, ils déteignent sur les autres. Tu sais, dans toute ta réponse sur les jeunes, pourquoi ils sont rendus de plus en plus conservateurs, c'était très provincial comme réponse. Tu expliqué l'histoire du Québec. Mais en même temps, quand tu regardes aux États-Unis, les jeunes sont de plus en plus conservateurs aussi. Puis dans le contenu que moi je consomme ou que plusieurs consomment aussi plus américain, ça va être du contenu qui est plus, des fois, qui se rapproche plus conservateur. Fait que c'est juste pour montrer que des fois, la culture des Américaines peut venir d'éteindre ici, comme nous, ça peut d'éteindre de l'autre côté. Tu sais, Je vais te parler de quelque chose de bien bizarre, là, mais ce que tu viens de dire est tellement vrai. Donald Trump a gagné à cause de ça. Hein? à cause, ben, il a fait Les des jeunes ont- podcasts de jeunes. Les jeunes ont que beaucoup ça. plus voté républicain que la dernière fois. Là. Puis historiquement, c'était comme ici. Là. C'était les jeunes étaient beaucoup plus à gauche, puis c'était les vieux qui votaient républicains. Là, cette année, ça a commencé à basculer, même chez les jeunes latinos et les jeunes noirs, qui étaient traditionnellement des bastions très, très, très démocrates. Puis aussi les hommes. Ça, c'est l'autre facteur, tu sais. Puis moi, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui est lié à toute la montée de la culture woke. Tu sais, il s'est passé quelque chose, là. C'est la culture de l'annulation, puis toute la diversité, l'inclusion. Puis on est tous pour ça, là. Moi, je suis gay, là. Tu sais, je suis pas contre les minorités, là. Sauf que, à un moment donné, essayer de rentrer dans la gorge au monde, trop, c'est comme pas assez. Et je pense qu'on a franchi ce seuil-là, à un moment donné, puis il y a du monde qui disent, là, c'est assez, là. Vous allez arrêter de m'écœurer. Depuis quand, selon toi? Je te dirais que ça s'est pas fait d'un coup. Je pense que ça s'est fait graduellement. Mais je pense que le mot de cœur, puis le fait qu'on commence à dire là, c'est assez, là, je pense que ça, c'était très récent. Moi, je le sens beaucoup maintenant. Là. Après la pandémie? Oui. Ouais. Je pense que là, on est allé très loin. Puis, tu sais, des gars comme vous autres, je vais te donner un exemple bien concret parce que je te sens de vous deux, là. Mais, tu sais, les podcasts d'hommes blancs, là, c'est ça qui marche le plus, hein? Puis pourquoi? Parce que nos médias traditionnels, ils essayent de nous rentrer dans la gorge des modèles différents. Puis c'est correct qu'on voit de la diversité, là. Mais à un moment donné, on ne peut pas discriminer. La discrimination, c'est pas positif. Puis tu sais, on a comme intégré le concept que discriminer, c'est correct si c'est contre des hommes blancs hétéros. Et ça, ça pose un problème pour bien du monde. Puis moi, je crois à l'égalité, peu importe la couleur. Puis, tu sais, moi, je suis dans un parti là, où le chef est gay, puis je suis le parti qui avait le plus de candidats qui n'étaient pas nés au Québec. Puis je suis très fier de ça. Puis je ne l'ai pas fait parce que j'avais des quotas. Je l'ai fait parce que j'ai pris le plus compétent dans chacune des circonscriptions, puis ça s'était donné que c'était quelqu'un qui venait d'un autre pays, OK? Puis si ça avait été le contraire, bien, ça aurait été le contraire. Puis à un moment donné, c'est comme ça, je pense qu'il faut penser. Puis on a la chance au Québec, là,
d'être sinon la société la plus tolérante au monde. On se garoche pas souvent de fleurs, là, mais moi, je vais nous en garrocher parce que là-dessus, moi, je le sais, puis je l'ai vécu. J'ai vécu à l'étranger longtemps, puis je le sens. Moi, comme gay, là, si j'avais eu le choix de devenir au monde, quelque part sur la planète, c'est ici que j'aurais voulu être. Puis il y a bien des minorités qui pourraient dire la même chose. Parce que oui, il y a des intolérants, oui, il y a des racistes, oui, il y a des homophobes, oui, il y a des islamophobes, oui, il y a de tout ça. Là. Ça existe partout sur la planète. Mais le système au Québec, il est de notre bord. Il est du bord des minorités. Et puis quand quelqu'un est homophobe, il est raciste, il est sexiste, etc., le système va être contre lui. Puis c'est bien correct que ça reste comme ça. Mais aller plus loin que ça, puis commencer à vouloir imposer des quotas, puis commencer à vouloir discriminer contre du monde, puis dire à l'Université Laval, on n'a pas le droit de donner une bourse à un homme blanc, même si 80% des filles en médecine, des étudiants en médecine, c'est des filles, un moment donné, ça pousse le bouchon trop loin, puis c'est en train d'avoir l'effet contraire de celui qu'on recherche. Puis moi, j'ai peur pour l'égalité au Québec si on continue à vouloir nous imposer une pensée woke. Puis ce qui me fait encore plus peur, c'est que les gens qui, comme moi, ont ce discours-là, on se fasse censurer parce que la culture de l'annulation aussi est de plus en plus présente. Puis ça, c'est une autre affaire qui me préoccupe. Le wokisme, c'est une maladie. Oui. C'est ce que tu as dit. C'est quoi? J'aimerais que tu nous décrives c'est quoi. Le cancer, c'est quoi? Bien, le wokisme, pour moi, c'est ce qu'on vient de dire. Là. C'est-à-dire que c'est la discrimination, c'est jouer la victime en utilisant ça pour pouvoir discriminer contre des groupes. Puis c'est aussi vouloir canceller les gens plutôt que d'argumenter. Moi, là, que vous soyez pour moi, contre moi, je m'en fous. Là. Moi, j'aime ça débattre. Puis ultimement, l'important, c'est pas que je gagne le débat, c'est pas que tu gagnes le débat, c'est que les gens qui nous écoutent, là, ils gagnent puis se fassent une meilleure idée à partir des échanges qu'on a. Ouais. Et de vouloir faire fermer la gueule du monde qui pense différemment, pour moi, c'est un sacrilège. De vouloir fermer des médias alternatifs, c'est un sacrilège. De vouloir, tu sais, tout le contrôle qu'on va avoir maintenant pour les réseaux sociaux, tu sais, toutes les lois qui ont été adoptées à Ottawa, moi, ça me fait très peur. Moi, je n'aime pas le gouvernement qui veut me contrôler. Moi, j'aime l'être humain qui nous écoute, puis qui est libre de penser, puis qui va faire sa vie en fonction de sa réalité à lui. Et moi, pour moi, la société, c'est une addition d'individus. C'est pas une personne qui décide pour toutes les autres. Ouais. Ben, tu sais, c'est ça, je trouve que tu parlais que l'homme blanc est rendu discriminé oui. Aujourd'hui. Puis est-ce que tu penses que c'est comme une espèce de retour de balancier de justement l'homme blanc a tellement discriminé puis a été comme l'oppresseur pendant longtemps que là aujourd'hui, le balancier a comme retourné mais un peu trop intense puis là ça va se replacer. Tu sais, comme un peu. J'espère que ça va se replacer, t'as raison. Hein? Comme un peu le wokisme, tu dis là ils ont poussé, fait que ça fait que là on redevient plus conservateur. Ben c'est un peu la réponse de ils ont poussé tellement loin, ça replace. Il y a toujours un équilibre dans la vie. C'est ça. Fait que tu sais, j'ai l'impression que ce qu'on n'aime pas du wokisme en ce moment, c'est ce qu'on voit de. C'est ça, c'est la censure, c'est ça qui fâche les gens, mais à la base, c'était pas une mauvaise idéologie là, de vouloir s'accepter. Tu sais, je trouve que les intentions étaient bonnes là, de ce mouvement-là, mais comme c'est juste qu'il y a eu. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que quand il y avait des gens qui manifestaient dans les années 70, justement, là, on a parlé de ça tantôt, c'était les forces de gauche qui étaient dans la rue puis ils disaient « faut que ça change hein? ». C'était « faut que ça change », puis ils voulaient changer tout. Ils voulaient justement que les gays qu'on reconnaisse le mariage gay, à travail égal, salaire égal pour les femmes, que les immigrants soient pas discriminés, que tu sais, c'était des belles valeurs qui faisaient la promotion, puis ils voulaient que ça change, que le Québec change. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes-là sont dans les rues, puis leur discours, c'est « faut pas que ça change ». Tu sais, là, ils se réunissent, la CSN, en fin de semaine, tu as Gabriel Nadeau-Dubois puis Paul Saint-Pierre Plamondon pour dire « faut pas toucher au système de santé. Le monopole public, là, il est parfait, touchez-y pas. » Ils sont passés d'un discours de gens qui étaient un peu, entre guillemets, révolutionnaires à des gens qui défendent le statu quo coûte que coûte. Puis c'est pour ça, peut-être, que c'est le Parti conservateur qui monte chez les jeunes, parce que c'est nous autres qui proposent le changement. C'est un peu contradictoire. T'es conservateur, d'habitude, tu veux conserver les choses, mais en fait, on est les agents de changement. Oui, c'est vrai. Puis c'est nous autres qui veut changer le système maintenant. Fait qu'il y a comme un gros changement. Puis pour ce qui est du retour du balancier dont tu parles, je le souhaite. Puis c'est pour ça que moi, je m'active. Mais en même temps, tu sais, la liberté d'expression, là, si on la perd, le retour du balancier, il n'est pas possible. Là. Je dis, c'est la base d'une démocratie. Quand on se bat pour la liberté d'expression, on ne se bat pas pour un combat de gauche ou de droite. Là. On se bat pour la démocratie, on se bat pour nos droits civiques, pour nos libertés individuelles. Et ça, c'est un combat qui est très important. Puis moi, je n'avais jamais vécu ça, une époque où il y a autant de censure. Puis moi, ça m'inquiète beaucoup, cette tendance-là, parce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir de la technologie, d'avoir des gars comme vous autres qui connaissent une croissance phénoménale, puis les gens qui aiment ça, puis c'est le marché qui décide, c'est tout le monde qui écoute puis qui clique qui décide. Puis au lieu de ça,
le danger qui nous guette, au lieu de profiter de ce développement technologique-là qui fait que plein de monde comme vous autres peut exister partout au Québec, bien, on est en train de censurer du monde, puis il y a un risque de ratatiner la tarte au lieu de l'agrandir. Puis il faut utiliser les technologies, il faut utiliser la réalité nouvelle pour que tout le monde peut informer tout le monde, pour qu'il y ait un échange, que le forum, il n'est plus réservé juste à une classe politique ou à une classe journalistique, mais il est ouvert à toute la population. C'est ça la démocratie aussi, là. Puis on a les outils aujourd'hui pour être encore plus démocrate. Puis j'ai peur qu'on le devienne de moins en moins si on suit la pensée woke. Ouais. Puis la censure, il n'y a personne qui gagne avec ça. Puis c'est prendre les gens pour des épais. Eux autres, même s'ils sont pas d'accord avec rien de ce que tu dis aujourd'hui, ben tant mieux. Là, ils auront une opinion plus complète de ce Ceux que... qui sont censurés, ils reviennent comme Julien... Julien Lacroix. Julien Lacroix ou Philippe Bond. Ouais, fait que ça veut plus rien dire. dire. Puis tu sais, ils roulent, là, tu vois, sur leur TikTok, ils vendent des billets de show. Tu sais, ça continue à rouler leur affaire. Moi, j'ai de la misère à me faire une opinion sur une question un peu mythique au Québec. Il y a beaucoup de monde qui disent que le Québec, c'est patriarcal. Selon toi, c'est-tu patriarcal ou matriarcal? Parce que moi, j'ai parlé à beaucoup de personnes âgées. Puis tout le monde dit tout le temps, c'est les femmes qui portent les culottes dans le couple. Mais historiquement, c'était les femmes qui décidaient du budget bien gros là, dans bien des familles. Mais moi, je pense qu'au Québec, on a encore une fois la chance d'avoir une société où il n'y a pas de guerre des sexes, puis où il y a une relative égalité. Puis j'en veux pour preuve. Tantôt, je t'ai parlé qu'à l'Université Laval, là, il y en avait 80% que c'était des filles en médecine. Je voudrais pas, je suis pas celui qui dit qu'il faudrait que ça soit 50-50, il faudrait empêcher les filles d'être admises. Là. Cela étant dit, je constate que c'est plus difficile de parler de certains enjeux qui concernent les hommes. Quand on parle du suicide, c'est un phénomène qui est très masculin. Le décrochage scolaire, c'est un phénomène qui est très masculin. Puis je suis content là, de voir qu'on fait des programmes, puis chapeau les filles, puis toujours des subventions, puis de la discrimination positive pour les filles. Là. Mais les gars au Québec ne se portent pas si bien que ça. Et les problématiques masculines, j'ai l'impression que politiquement, personne n'ose les porter parce que ça pourrait être mal vu. Puis tout le monde a peur de se faire canceller ou de se faire accuser d'être masculiniste ou d'être homme alpha ou je sais pas quoi. Là, on a vu récemment des débats là-dessus. Mais c'est triste parce qu'il y a une réalité. Là. C'est vrai que les gars décrochent davantage. Puis dans une économie du savoir comme la nôtre aujourd'hui, là, c'est dramatique ce qui est en train de se passer chez les hommes. Puis c'est vrai que le suicide, c'est une détresse profonde qui est essentiellement masculine, qui est beaucoup plus masculine que féminine. Puis je trouve, c'est pas vrai qu'il faut se censurer puis pas en parler parce que c'est des gars. Moi, j'aimerais ça que, la vraie égalité, là, c'est que tout le monde a une égalité des chances. Puis quand il y a des problèmes, peu importe le sexe, on en parle puis on résout les problèmes ensemble. Tu as vu ça comment, toute cette vague-là sur le masculinisme toxique alpha qu'il y a eu avec Radio-Canada puis tout dans les dernières semaines? Ben écoute, moi là, comme je te dis, j'ai l'impression qu'ils ont pris des gens, ils ont essayé de les caricaturer un peu, puis ça a fait un débat qui, quant à moi, c'était pas le vrai débat. Ils ont passé à côté de parler des vrais enjeux. Et puis ils prennent des cas vraiment extrêmes pour essayer de les pousser, pour essayer de ridiculiser. Ils sont indéfendables. Là, c'est des cas, c'est pas même. Je suis sûr que même toi qui es conservateur, genre t'es pas d'accord nécessairement avec. C'est ça, fait que c'est dur. C'est pas des bons représentants. Je connais aucun gars qui veut que sa femme soit soumise. Mais t'en connais combien de gars, toi, dans ta gang, qui pensent ça? Ben, moi, j'ai jamais rencontré un. Moi, c'est ça, mon nom. Ouais, ben, je sais que ça existe, là, on les voit, puis c'est vrai qu'ils ont pas de bon sens de dire ça, là, ou qu'ils ont. En tout cas, moi, personnellement, je pense pas de même. Ben, on les voit parce qu'il y a une plateforme. Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est une opinion, genre c'est un mini pourcentage de la population qui est aussi intense que ça. Autant que les féministes qui sont les plus dépeintes, des fois, on voit le pourcentage de plus intense aussi. Mais Radio-Canada fera pas un reportage sur le féminisme extrémiste, puis commencera pas à les amener à tout le monde en parle pour se foutre de leur gueule. Exact. C'est ça la différence. La personne qui est allée à Radio-Canada, à Tout le monde en parle pour cette entrevue-là avec Julien Bournival, là, c'était un professeur à l'UQAM, là, je me rappelle plus son nom. Francis Dupuis-Derry. Il est rasé. Il a passé dans un podcast justement de Radio-Canada, puis il disait que le masculinisme, c'est une déformation du mot patriarcal. Fait que que moi je l'ai compris, comment il disait que c'était péjoratif, mais que le mot féminisme, c'était pour le rassemblement puis l'égalité de tous. Fait que je suis comme... C'est pas tout à fait ça, mais... c'est ça, c'est comme... Tu sais, tu parles des deux mots, tu sais, mettons, on oublie l'étymologie des mots. Moi, masculiniste, féministe, si j'y vais de base, comme ça représente les hommes, les femmes, mais quand tu y vas
lui, il parle, ben, les deux mots sont complètement différents. Un est positif, l'autre est extrêmement négatif. Fait que j'ai de la misère un peu à me faire une idée quand des spécialistes comme ça viennent. Puis tu sais, tu peux comprendre qu'il est peut-être plus d'un bord que de l'autre. Mais oui, c'est sûr. Là, c'est un gars qui est ouvertement anarchiste puis qui est assez radical. Là. Mais moi, j'ai trouvé que c'était plus une opération de diabolisation que d'autres choses. Puis ça me fait penser un peu à ce qui s'est passé pendant la campagne électorale aux États-Unis. Je lisais, moi, ce qui se passait aux États-Unis, puis je suivais ça beaucoup. Tu sais, j'aime la politique. Je m'intéresse aux élections, ce qui se passe à l'étranger. Puis cette année, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais on n'a jamais autant parlé de politique américaine au Québec que cette année. Moi, ça m'a vraiment étonné. Je pense qu'on en a plus parlé que la politique québécoise puis canadienne pendant plusieurs mois. Puis j'ai l'impression que c'était plus intéressant aussi. Ben, c'est ça, c'est un freak show, faut dire. Là. Ça aide. Il y avait des snipers, c'était un film américain. Là, même avec des tentatives de meurtre, puis un putsch. Puis... Ah non, c'était malade, là, tu sais. Non, c'est sûr que c'est pas mal plus intéressant que nous autres au Québec là-dessus, là. Mais sauf que je souhaite pas ça non plus que ça arrive ici. Là. Les belles oreilles, faudrait pas. Non, c'est ça, que je me ramasse avec des tapes sur le bord des oreilles. Mais en même temps, je dis ça parce que je lisais ce que les médias rapportaient ici, puis j'avais l'impression que je ne suivais pas la même campagne électorale. T'sais. Il y avait comme une déformation qui était assez évidente. Puis je trouve ça plate parce qu'il y a bien des Québécois, puis c'est bien correct, il y a bien des Québécois qui ne lisent pas en anglais ou ça ne les intéresse pas de consulter les médias en anglophone. Puis on a comme une distorsion du message qui vient du sud de nos frontières. Puis c'est pas vrai que les Américains, c'est tous des caves. Là. Il n'y a pas 78 millions d'Américains qui sont des imbéciles là, puis qui ont voté pour un cave fini puis un criminel. Là. C'est pas tout à fait ça la réalité. T'sais, c'est un peu plus nuancé, puis il faut essayer de comprendre pourquoi ces gens-là... On n'a pas à juger, on n'est pas Américains, puis ça ne nous concerne pas ces élections-là directement, mais... Il faut minimalement comprendre. Là. C'est notre voisin, puis c'est notre principal partenaire économique. Là. Fait qu'il faudrait arrêter de penser que c'est des cons finis. Il faudrait essayer de comprendre c'est quoi la logique qui est en train de se passer parce que ça va avoir un impact aussi chez nous, qu'on le veuille ou non. Donald Trump, par exemple, dit qu'il va baisser les impôts. Là. Bien, on est déjà au Québec les plus taxés et les plus imposés du continent. Si Donald Trump il commence à baisser les impôts, ça veut dire que ça va être encore pire au niveau économique pour attirer des investisseurs puis pour garder nos cerveaux, nos jeunes qui veulent travailler au Québec. Là. Tout le monde va traverser. Mais c'est ça. Fait que moi, ça m'inquiète. Tu sais, c'est le genre d'affaires. Mais ça, y a-tu quelqu'un qui parle de ça à part moi? Il y a personne, ça n'intéresse pas personne, ça. Il y a personne qui a réalisé l'impact que ça risque d'avoir au Québec, comment ça risque d'être dangereux pour nous autres. Ils parlent tous du libre-échange parce que Trump a dit qu'il allait mettre des mesures protectionnistes. Mais il oublie qu'il y a 8 ans, Trump avait dit la même chose, puis il a renégocié une entente de libre-échange avec le Canada, puis l'entente qu'on a négociée avec Donald Trump était meilleure que l'entente qu'on avait avant, puis nos échanges ont augmenté depuis ce temps-là. Fait que, tu sais, faut, à un moment donné, il faut mettre les choses en perspective, puis il faut écouter un petit peu plus, regarder les faits puis les chiffres, plutôt que de se fier juste au titre sensationnaliste pour au monde qui le déteste. C'est ça l'affaire, c'est qu'il y a des phrases clickbait qui dit, puis là, après ça, c'est ça qui spin, tu sais, il dit des... On parle encore des chiens en noyau. C'est ça, là. Fait que puis ça fait que le monde y accroche là-dessus. Là. Puis après ça, quand tu reparles de Donald Trump, ben ouais, mais ça n'a pas de bon sens ce qu'il dit. Il dit telle affaire, c'est chien pis les chats. Ouais, mais là, quand là, il est dur à défendre, il est comme ouais, tu sais, j'embarquerai pas dans. La couverture des médias est un peu exécrable où il donnait quasiment toutes les swing states, les États clés à Kamala Harris. Finalement, il les a toutes gagnées sauf une. Non, il les a toutes gagnées au complet, les 7 sur 7. C'est ça, fait que tu sais, moi j'étais assis là. Il était supposé d'être 50-50, sûrement qu'elle allait gagner. Tout le long, c'est elle qui allait gagner la Pennsylvanie, puis tout. Puis ça a zéro été ça. Fait que c'est-tu eux qui ont fait une mauvaise lecture? Selon moi, non. C'est juste qu'ils voulaient comme amener plus ça vers la tendance plus de Kamala Harris. C'est ça, ça a été... c'est vrai, t'as raison. Même le soir des élections, on pensait tous qu'elle allait gagner. On s'était fait dire que c'était en avance. Puis là, tu regardais les... Ça, c'est une autre affaire qui est intéressante. Hein? Ça revient un peu médias traditionnels versus médias alternatifs, puis firme de sondage versus site de paris en ligne, OK? Oui. Les médias alternatifs, cette année, là, c'est la première fois de notre vie que des podcasts comme le vôtre, aux États-Unis, ont été plus importants que les médias traditionnels. L'entrevue que Donald Trump a faite avec Joe Rogan... Ouais, ça, c'est pas un podcast comme le nôtre. Non, mais à échelle québécoise, mais je te dis juste que l'entrevue qu'il a faite avec Joe Rogan a eu plus d'impact que 60 Minutes, qui était l'émission phare qui déterminait qui allait gagner ou perdre les élections. Puis pas un petit peu, là. C'est des marges de 6-7 fois plus importantes. Puis cet épisode-là a été aucunement poussé par les réseaux sociaux. Non. Mettons, YouTube, là, normalement, t'es sur trending, là, c'est sûr. Là, ça a fait, je pense, rendu à genre 50 millions. Il était un peu shadowban, là. Il était... Ultra, là, il a été caché. Il fallait vraiment l'écrire pour le trouver. Là, c'est ça. Là, puis ça a pogné quand même. Puis même l'entrevue qu'il a faite avec J.D. Vance, même l'entrevue qu'il a faite avec Elon Musk, ça a été la même chose. Puis, fait que ça, je pense que ça a été un point tournant, pas juste pour la politique américaine, mais pour la politique mondiale. Pour la première fois,
on sait que les médias alternatifs sont capables d'être plus importants dans une campagne électorale que les médias traditionnels. Puis, au Québec, là, l'élément qui peut prouver ça, c'est moi. Moi, si j'avais juste les médias traditionnels, j'existerais pas. J'ai 1% de la couverture des médias traditionnels au Québec pour les partis politiques. OK? Québec solidaire, on a même embauché une firme, le Meltwater, qui a fait les analyses. C'est pas moi qui les ai faites, c'est des chiffres, c'est objectif. Là. C'est même pas sur la qualité de l'information, c'est sur la quantité de mentions. Québec solidaire, dans plusieurs médias au Québec, est mentionné 17 fois plus que nous. Puis s'il y avait une élection aujourd'hui, on aurait plus de votes qu'eux. OK? Fait que ça, c'est la distorsion qu'il y a. Puis si j'existe, puis si on a 63 000 membres, qu'on est le parti qui a le plus de membres, c'est parce qu'il y a du monde qui nous écoute. Puis c'est pour ça que l'auditoire qui est plus jeune aussi, tout ça est relié, là, parce que les plus jeunes s'informent moins dans les médias traditionnels, plus sur les médias alternatifs ou plus sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a un phénomène qui est en train de se produire, puis on est toutes les trois, là, l'incarnation de ça. C'est pas un hasard qu'on est ici et qu'on n'est pas dans un studio de Radio-Canada présentement. Là. Puis le deuxième élément, c'est les sondages dont tu viens de parler. Les sondages qui prévoyaient la victoire de Kamala Harris, les sondages de paris en ligne, je ne sais pas si vous avez suivi ça un peu, là, mais les sondages de paris en ligne prévoyaient la victoire de Trump, puis prévoyaient exactement ce qui est arrivé. Comment ça se fait que des paris en ligne ont fait un meilleur job que les firmes de sondage grassement payées puis financées? C'est assez hallucinant. C'est aussi quelque chose qu'il va falloir qu'on apprenne à regarder. Au final, le monde gage leur argent. Quand tu mets ton argent, tu sais ce qui s'en vient. Là. C'est ça. Puis toi, c'est une stratégie, les élections s'en viennent, je pense, en 2026. Oui. Est-ce que c'est une stratégie, toi, d'aller dans les podcasts puis utiliser les médias alternatifs? Comme je t'ai dit, si j'avais pas eu ça, j'existerais pas. Si j'avais pas... Parce que moi, je me suis beaucoup... Le parti a beaucoup fait une grosse croissance pendant la crise sanitaire, vous le savez tous, parce que les médias... Moi, j'étais dans un média traditionnel avant. Là. J'étais animateur de radio numéro 1 à Québec pendant des années, là, à différentes stations. Là. J'ai quitté parce qu'il y avait une pandémie, parce que je me suis fait dire que je ne pouvais plus parler contre le gouvernement parce qu'il payait mon chèque il payait mon salaire, qu'on n'avait plus de publicité des annonceurs privés, puis que je ne pouvais pas mordre la main qui me nourrissait. Moi, le jour où on m'a dit ça, moi, j'ai dit mes opinions ne sont pas à vendre, j'aime mieux être sur le chômage ou l'aide sociale, puis pas dire, mais je dirais pas le contraire de ce que je pense, puis j'ai décidé de partir. Fait que tu t'es fait cancel, techniquement. À cause pour des raisons de revenus, puis je blâme pas mon employeur, là, parce que dans le fond, tu sais, eux autres, ils n'avaient pas le choix, là, sinon ils allaient se faire couper les pubs, là. Fait qu'il n'y avait pas le choix que le gouvernement reste là, puis nous dise qu'il fallait nous laver les mains puis se tousser d'un coude, là. Fait que moi, je suis parti, puis j'ai commencé ces réseaux sociaux à faire des lives. Puis ces lives-là sont devenus très, très populaires. J'avais des centaines de milliers de personnes à toutes les semaines qui me suivaient. Et j'ai commencé à vendre des cartes de membres comme ça. Parce qu'on ne pouvait pas se voir, je ne pouvais pas faire de porte-à-porte, je ne pouvais pas faire de rassemblement, je ne pouvais rien faire. Puis c'est comme ça que le parti a pris naissance, puis a pris son envol. Puis c'est comme ça que on a parti un trend. Fait que c'est pour ça, quand tu me dis est-ce que les réseaux sociaux vont être partie de ta stratégie, oui, ils l'ont été, puis ça va l'être encore plus à la prochaine élection. Puis je pense que je ne suis pas tout seul. Si les autres partis sont moindrement allumés, là, j'ai l'impression qu'ils vont visiter un peu plus les podcasts, mais un peu moins les médias traditionnels. Là. Mais ce qui est bien, moi, ce que j'ai aimé des élections américaines, des podcasts, c'est que ça apprend à connaître le politicien. Il sort un peu du carcan de politicien. Tu vois la personne dans un podcast, tu as le temps de jaser un peu plus. Fait que ça l'humanise. Fait que c'est le fun, je trouve, de savoir un peu c'est qui l'humain derrière. Pas juste... tu sais, des fois, tu sens que, mettons, Kamala Harris, tu sens que c'est très scripté. Mais là, de l'avoir sur un podcast pendant 2 heures, elle a refusé de Joe Rogan. Là, mais si elle l'avait fait, ben, on dirait, moi, ça m'aurait au moins... J'aurais l'impression de comprendre vraiment c'est qui un peu plus. Moi, j'ai commencé à penser que Kamala Harris était vraiment dans le trouble quand elle a refusé d'aller à Joe Rogan. Ben, je me suis dit, OK, ça y va pas, il y a une raison. C'est parce qu'elle sait qu'elle est pas capable de parler pendant 2-3 heures, elle n'est pas assez bonne, puis que la cassette, un moment donné, on va être écœuré de l'entendre. Elle sait que Joe Rogan l'a critiqué beaucoup avant aussi. Là, elle devait se dire que je m'en vais un peu d'autres territoires. Oui, mais ça, penses-tu que Guillaume Lepage, il me critique pas? Moi, ça m'empêche pas d'aller à tout le monde en parle. Ouais. non, mais je sais juste qu'un moment donné en politique, là, tu parles à tout le monde. Là, notre but, c'est de parler à la population. Tu parles pas à la... Tu sais, comme quand je suis ici, là, je parle à vous autres, on jase les trois ensemble, là, mais celui à qui vous autres vous parlez, puis moi je parle, c'est celui qui nous écoute. Là. Ultimement, c'est lui à qui on parle. Là. Fait qu'il faut jamais oublier ça. Puis le fait qu'elle refuse d'y aller, elle n'avait pas compris la dynamique, je pense. Elle n'a pas compris que la politique a changé. Puis les gens, ils aiment ça, c'est avoir un politicien qui est dans leur réalité. Elle était avec des artistes multimillionnaires ou milliardaires. Elle était avec les Taylor Swift, puis avec les Beyoncé, puis toutes les autres, puis les Oprah Winfrey de ce monde, qui sont complètement déconnectés, qui sont tous à Hollywood, puis qui sont déconnectés de leur réalité. Puis il y avait besoin de... Alors que tu montres, comme je disais tantôt, qui ont de la misère à payer leur épicerie, qui sont pas capables de renouveler leur hypothèque, des jeunes qui sont pas capables de s'acheter une maison.
ça marchait pas. Là. À chaque fois qu'elle mettait des vedettes milliardaires à côté d'elle sur un stage, elle perdait des votes. Puis à chaque fois qu'elle refusait une invitation à un podcast pour jaser pendant 2-3 heures pour qu'on apprenne à la connaître, elle perdait des votes. Fait que je pense qu'il va falloir que les autres tirent des leçons de ça là, et qu'on réalise que la réalité de 2024 ou 2026 pour la prochaine élection, c'est pas la réalité de 1980. Là. Les médias imprimés, il n'en reste presque plus. Le téléjournal, c'est une fraction minime de ce que ça a déjà été. Le monde des communications a totalement changé, puis la politique, ben, elle suit le monde des communications, elle n'a pas le choix. Là. Les droits à l'avortement aux Oui. États-Unis sont compromis. C'est quoi ta position sur l'avortement? D'abord, mais personnellement, si tu me demandes personnellement, j'ai toujours été pro-choix. Là, je suis pas un conservateur social, OK? Parce que le mot conservateur, des fois, ça prête à interprétation. Là. Moi, je suis quelqu'un, je l'ai dit tantôt, là, je suis le premier chef ouvertement gay d'un parti conservateur au Canada. Toutes les provinces puis le fédéral C'est vrai réunis. qu'il y a là. des layers avec toi. Là. Fait que c'est sûr que moi, j'étais un peu différent sur cet enjeu-là. Cela étant dit, il y a 2-3 affaires qu'il faut dire. Un, le droit à l'avortement au Québec, c'est pas légiféré par le gouvernement du Québec, c'est légiféré par le gouvernement fédéral. OK? Donc, c'est pas l'Assemblée nationale qui vote des lois par rapport à ça, c'est la Chambre des communes à Ottawa. Puis je pense pas qu'au Québec, en tout cas, moi, puis je fais le tour du Québec, puis je rencontre du monde, puis les conservateurs sont dans ma gang, là. Il n'y a pas beaucoup de monde. Je me souviens même pas qu'une personne m'a interpellé et m'a dit qu'il fallait modifier les lois au Québec. Fait que, tu sais, c'est un sujet qui est très américain. Comme nous autres, aux États-Unis, il n'y a personne qui lui parle de la souveraineté du Québec quand ils font du porte-à-porte. Là, fait que on a chacun nos réalités politiques. C'est encore d'un dossier que tu te fais parler en tant que chef de parti. La souveraineté du Québec, les personnes plus âgées, plus que les jeunes. Les jeunes, il n'y a personne qui me parle de ça. Puis c'est sûr que dans le milieu de la finance, l'économie, il y a des gens qui s'inquiètent un peu. Des hommes d'affaires, des fois, qui vont me parler de ça. Puis les anglophones aussi me parlent de ça. Eux autres, ils ont un peu plus peur de ça. Là. Mais je pense pas que c'est l'enjeu numéro 1 de ben du monde. Là. C'est pas... Il n'y a pas de vibe. Puis ça veut pas dire qu'on n'est pas fiers d'être Québécois puis qu'on veut pas que le français survive. Au contraire. Mais, tu sais, on a déjà eu 2 référendums. Là. Puis vous autres, vous êtes peut-être jeunes ou pas au monde, là, mais... Les droits du Québec ont reculé après ces 2 référendums-là. Puis il faut tirer une leçon de ça. Là. En 80 et en 95, on a perdu. Puis quand je dis on, c'est pas juste le camp du oui, là, c'est le Québec, les Québécois qui ont perdu. Parce qu'en 80, on a eu le rapatriement unilatéral de la Constitution par Pierre-Éliott Trudeau au lendemain de la défaite du oui. Puis en 95, on a eu une loi sur la clarté référendaire qui a enlevé des droits au Québec à Ottawa par Jean Chrétien. Puis moi, je veux pas vivre un 3e échec référendaire. Et moi, je suis un autonomiste. Moi, je crois que le Québec est mieux dirigé quand il contrôle ses pleins pouvoirs en bien des matières. Et moi, je pense qu'il faut aller vers ça. On a toujours eu à Ottawa des gouvernements conservateurs, beaucoup plus décentralisateurs que les libéraux ou le NPD. Et moi, j'ai le privilège de connaître beaucoup de chefs des partis conservateurs des autres provinces, puis Pierre Poilievre aussi. Et je pense que l'Alliance des conservateurs va être beaucoup plus autonomiste, puis elle va être beaucoup mieux pour les pouvoirs du Québec, pour rapatrier des pouvoirs à l'intérieur de la Confédération canadienne. C'est ça la position constitutionnelle du Parti conservateur du Québec. T'aurais-tu voté oui? J'ai voté oui en 1995. Oui, hein? J'ai même travaillé avec Lucien Bouchard. Je travaillais avec Lucien Bouchard à l'époque au Bloc québécois. Puis j'étais très déçu le soir du référendum de 1995. Sauf que j'ai comme compris le message. Puis, tu sais, les Québécois, là, ils ont parlé collectivement, puis c'est un message important qu'ils nous ont envoyé en 1995 à la classe politique. Ils nous ont dit, garde, on est divisé moitié-moitié, là, puis essayez de nous unir plutôt que nous diviser. Moi, c'est le message que j'ai retiré, puis je me suis dit, plus jamais je vais essayer de diviser le Québec en 2. Moi, je veux rassembler les Québécois. Moi, j'aimerais ça que ça soit le Canada anglais qui soit divisé pour savoir oui ou non, est-ce qu'on donne plus de pouvoir au Québec ou pas, puis que le Québec soit uni pour réclamer quelque chose. Puis moi, j'aimerais ça qu'on renverse la tendance à ce niveau-là, puis c'est ça qu'on veut faire. C'est pour ça qu'on se dit autonomiste à l'intérieur de la Confédération canadienne. Le Canada, c'était pensé pour ça en passant. Là. C'est pas pour rien qu'on est une confédération. On n'est pas une fédération, même dans les mots qu'on utilise. On est supposé être une association d'États souverains. Et c'est de ramener l'esprit fédéraliste ou du confédéralisme à son origine. Et je sais que c'est des sujets un peu lourds, là, mais pensez-y, là, par exemple, là, on a parlé tantôt d'immigration, on peut parler de santé. Il faut que le Québec ait plus de contrôle. Ce qui s'est passé en immigration, là, moi, j'ai pas aimé la façon dont Justin Trudeau a géré ça. Puis je pense que si le gouvernement du Québec avait eu les pleins pouvoirs, ça aurait été beaucoup mieux. La même chose en santé. Je pense que le fédéral
c'est pas lui qui est pris à gérer le système de santé au Québec. Il n'y a pas d'affaire à nous dire quoi faire puis quoi pas faire, puis avoir une loi canadienne sur la santé qui empêcherait le Québec de faire certaines réformes qu'on propose. Fait que je pense que c'est important que le Québec ait plus de pouvoir. Puis là-dessus, je pense qu'il faut mettre la partisanerie de côté. Puis moi, je suis prêt à travailler avec les autres partis pour construire une alliance. J'ai même proposé à François Legault, quand je l'ai rencontré l'année dernière, qu'on parte les 5 chefs de parti, Gabriel Nadeau-Dubois, moi, Paul Saint-Pierre Plamondon, Marc Tanguay, puis qu'on aille à Ottawa, puis qu'on ait rencontré tous les députés du Québec, puis qu'on leur dise qu'on parle d'une seule voix en immigration, puis qu'est-ce qu'on réclame à la veille des élections fédérales. Il m'a pas encore dit non, puis même Paul Saint-Pierre Plamondon m'a appuyé là-dessus. Moi, je peux y ouvrir les portes du bureau de Poilievre. Je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon peut y ouvrir les portes du bureau du Bloc, puis les libéraux vont sûrement être capables d'ouvrir les portes du bureau de Justin Trudeau. Mais je pense que si le Québec parlait d'une seule voix, on serait beaucoup plus fort que chaque parti divisé dans notre coin. Oui, ben tu disais avec le référendum que le Québec était divisé, puis on dirait que tu dis, moi, mon but, c'est d'unir. Puis on dirait, moi, j'étais pas né en 95. Ouais. Puis de ma petite existence, on dirait, je sens que le Québec, je l'ai rarement vu, on dirait, autant divisé de mon analyse du match. Là. C'est comment tu vas faire pour... Ce serait quoi ton plan de match pour unifier, puis... Ben, moi, écoute, je reviens à la fondation du parti. Nous autres, on est nés quand on a vu que le Québec a été profondément divisé. Puis on vient de sortir d'une crise sanitaire qui a beaucoup divisé. Ça je pense que c'est ça qui a divisé le Québec. Ouais, sûrement. Parce que, on a divisé le monde entre les complotistes, puis les pas complotistes, puis les vaccinés, puis les non-vaccinés, puis les essentiels, puis les non-essentiels. Puis écoute, il y en a eu de la division au Québec, là. Et moi, j'ai dénoncé ça à côté. C'est l'affaire qui m'a... C'est pour ça que je suis revenu en politique. Ça me tentait pas plus que ça, là. Mais j'acceptais pas qu'on divise les Québécois puis que la classe politique soit toute unie. Eux autres étaient toujours d'accord, les 4 partis ensemble, puis le Québec était divisé comme jamais. Et ça, je trouve que ça a été totalement irresponsable. On peut avoir une opinion différente sur un sujet puis proposer des solutions différentes. Ça s'appelle de la démocratie. C'est pas de la division. Mais quand tu es rendu que tu empêches quelqu'un de rentrer quelque part, puis quand tu es rendu que tu dis au monde qu'à le party de Noël, il faut qu'ils mettent dehors un gars parce qu'il n'a pas eu un vaccin plutôt que l'autre, là, je trouvais que c'était très, très divisif. Puis j'ai pas aimé cette attitude-là. Au-delà de la politique, là, on a tous des droits civiques, on a tous des libertés individuelles, puis on a une démocratie. Puis ça, c'est inviolable. Puis malheureusement, là, depuis 3-4 ans au Québec, ça a été violé. Puis si aujourd'hui, dans un paquet d'autres domaines, on accepte des choses qu'on n'acceptait pas avant, c'est parce qu'on a créé un précédent dangereux pendant cette période-là. Puis au-delà de la crise sanitaire, là, on est en train d'enlever des droits. Puis je vais vous donner un exemple bien niaiseux, là. Mais la campagne Mon char, mon choix qu'on mène présentement pour dire au monde qu'ils ont le droit de s'acheter le char qu'ils veulent, là, ben, moi, je pense que c'est une relique, d'une certaine façon, d'une époque où le gouvernement pense qu'il peut contrôler. Il y a bien du monde là, que la décision la plus importante dans leur vie qu'ils vont prendre, c'est s'acheter un char. Okay? C'est la plus grosse dépense qu'ils vont faire. Parce qu'ils n'ont pas moyen de s'acheter une maison, c'est de s'acheter un char. Puis là, le gouvernement est en train de dicter qu'est-ce que vous avez le droit de vous acheter, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de vous acheter. C'est plus de la politique. Là. C'est quoi ça, Mon char, mon choix? C'est une campagne, on donne des autocollants, là, Mon char, mon choix, c'est pour dire... Tu as le droit d'acheter le char que tu veux. Puis si tu veux un char hybride, tu as le droit d'avoir un char hybride. Si tu veux un char au gaz, tu as le droit d'avoir un char au gaz. Parce que le gouvernement donne des avantages à ceux qui achètent. Il est en train d'interdire. Okay? À tous les ans, là, ils réduisent le pourcentage de chars hybrides puis à essence qui a le droit d'être vendu au Québec. En 2030, ça, c'est dans 5 ans, là, on va être rendu à 85 % des chars qui vont être obligés d'être 100 % électriques. Puis en 2035, c'est 100 %. Et ça, pour nous, ça n'a aucun sens. C'est pas au gouvernement à déterminer ça. Puis on le sait même pas. Là. Peut-être que ça va être des carburants synthétiques, l'avenir. Peut-être que ça va être de l'hydrogène. Peut-être que ça va être une autre forme d'énergie. On le sait pas. On n'est pas devin. Puis le gouvernement, encore moins que tout le monde. Là. Fait qu'il faut permettre aux gens d'avoir la liberté de choisir le char qu'ils veulent. Et les 4 partis ont voté toutes pour ça. Là, les libéraux commencent à dire que peut-être qu'ils ont voté un peu trop vite au mois de septembre là-dessus. Là. Mais nous, on s'est objecté à ça. Puis j'utilise cet exemple-là pour te montrer que le gouvernement doit revenir à ses fonctions de base puis doit arrêter d'empiéter dans la vie privée du monde. Puis quand tu es rendu que tu veux choisir le char que je vais conduire, tu es rendu trop loin. Quand tu es rendu que tu veux contrôler ce que je mets dans mon assiette, tu es rendu trop loin. Il y a des affaires à un moment donné qu'il faut respecter la vie des gens. Mm-hmm. Pour Québec, troisième lien ou tramway? Troisième lien, c'est sûr, celle-là. Puis pourquoi? Au-delà de ce qu'on pense, regardez la population qui va le payer. À Québec, il n'y a pas un sondage dans la grande région de Québec qui ne dit pas qu'il y a plus que 70 % des gens qui appuient un troisième lien. Ça fait 60 ans que la population de Québec attend ça. Le tramway, il n'y a jamais eu un seul sondage qui a donné 50 % d'appui. Okay? On va faire la plus grosse dépense de l'histoire de la ville de Québec contre les gens qui vont le payer et qui vont l'utiliser. Puis c'est drôle parce qu'à Québec, tout le monde me parle contre le tramway pour le troisième lien. Quand j'arrive à Montréal, c'est le contraire. Puis ça, c'est encore un élément déformant des médias. Là. Comment c'est qu'à Montréal, les gens ont une opinion
sur un pont qu'ils n'utiliseront jamais, puis sur un tramway qu'ils verront jamais de leur vie. Alors que, tu sais, pensez-vous que le REM, les gens de Québec se sont prononcés pour une opinion là-dessus? Ben non. Non, c'est ça. Il y a quelque chose d'un peu bizarre. Le Montréalais ne connaît pas nécessairement la réalité de Québec, ou ce qu'à Québec, c'est facile d'avoir une voiture, puis il y a des parkings partout, tu sais. Mais non, mais Québec, c'est différent, là, je veux dire. Premièrement, on est une population plus petite, plus éparpillée sur le territoire. Il y a des côtes, il y a plein d'éléments qui sont... On a le fleuve avec nos ponts qui sont pas la même... La distance sur le fleuve n'est pas la même qu'ici sur le Saint-Laurent. Donc, on a une réalité qui est différente. Fait qu'on, c'est normal qu'on ait des politiques publiques, puis même des opinions qui sont différentes. Mais, puis c'est pas... Tu sais, c'est pas aux gens... Moi, je pense toujours que la politique, il faut que ça soit d'abord et avant tout local. Plus tu te rapproches le pouvoir du citoyen, mieux c'est. Et c'est la même chose quand tantôt j'ai parlé de GNL Québec au Saguenay. C'est les gens du Saguenay qu'on aurait dû écouter, pas les écolos à Montréal. Fait que c'est la même chose au niveau du transport dans la région de Québec. Sur Papineau, il y a un poste de police Oui. avec le drapeau gay. Okay. Super gros. Après ça, il y a les drag queens qui vont dans les écoles lire des histoires à nos enfants. Il y a une femme voilée sur l'hôtel de ville à Montréal. Comment tu vois ça, toi, quand nos institutions sont supposées être laïques, ils le sont de plus en plus, mais que l'identité de genre, l'identité, l'orientation sexuelle se mêle à nos institutions? Le gouvernement là, doit être neutre. OK, moi, puis, il y a été une époque où c'était le contraire. Là, le gouvernement discriminait contre les gays. Là. Ici, à Montréal, là, il y avait des gars qui sortaient des bars et qui se faisaient battre par des policiers. Il y a été une époque où il y avait des unes de journaux avec les noms des gars qui se faisaient arrêter pour grossière indécence parce qu'ils baisaient ensemble. Là. OK, heureusement, on est sorti de cette époque-là au Québec. Mais il ne faudrait pas tomber dans l'autre extrême. Moi, je m'excuse, mais la police, elle a à faire son travail. Elle a, oui, à parler aux organisations qui représentent les gays, puis elle a à s'assurer qu'il y a un équilibre et une paix sociale pour tout le monde, mais elle n'a pas à s'afficher. Ce n'est pas pour une cause quelle qu'elle soit politiquement parlant. C'est pas la job de la police de prendre parti. C'est la job de la police d'être la police de tout le monde, d'être rassembleur. Même chose pour l'hôtel de ville. Même chose, c'était quoi le troisième exemple que tu as utilisé? Les drag queens qui vont lire des C'est aux parents à décider si oui ou non tu vas exposer tes enfants aux drag queens. C'est pas au gouvernement de dire on va te rentrer dans ta garderie que tu le veuilles ou non. Et puis je suis pas contre les drag queens, j'adore ça, aller voir un show de drag. Là. Ben oui, c'est le fun. Mais pour moi, c'est entre adultes puis c'est le soir. Si j'avais des jeunes enfants à garderie, je suis loin d'être sûr que j'aurais le goût qu'une drag queen rentre là-dedans. Puis je respecte les parents qui sont pas d'accord. Puis je respecte aussi les parents qui veulent puis qui sont à l'aise avec ça. Ça, c'est une décision du parent. Puis les jeunes aussi sont pas tous pareils, hein. Tu sais, nos parents, il y en a qui ont commencé à nous parler de sexualité. Il y a des parents qui me disent « Mon gars, il a fallu que j'attende un peu plus tard. Ma fille, j'ai pu commencer un peu plus jeune. » ou vice-versa. Ouais. Je veux dire, chaque individu, chaque enfant est différent. Puis le mieux placé pour savoir ce qui est bon pour l'enfant, c'est le parent. C'est lui qui est en contact avec à tous les jours. Puis c'est lui qui connaît. Puis ultimement, c'est lui qui est responsable aussi. Fait qu'il faudrait respecter l'autorité parentale. Puis sur l'identité de genre, il en parle de plus en plus à l'école. Est-ce que tu trouves que c'est trop jeune? Comment tu vois ça? C'est-tu à l'école d'en parler? C'est-tu aux parents? C'est une très bonne question parce que, puis je suis directement concerné évidemment, là, mais pour moi, c'est pas le rôle de l'État de parler de ça. C'est pas... Puis je m'inquiète aussi de voir... Tantôt, on parlait de la différence jeune-vieux. Là, je regarde le pourcentage, puis je suis gay moi-même, là, mais de voir le pourcentage qui double d'une génération à l'autre, il y a quelque chose qui est bizarre. Là. Comment ça se fait que tout d'un coup, il y en a beaucoup plus? Comment ça se fait que tout d'un coup, il y a beaucoup, beaucoup plus de dysphorie de genre? Là? Comment ça se fait que... Puis pour l'homosexualité, il y a peut-être le fait, par exemple, que c'est moins... avant, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui, non seulement, ils essaient de le refouler, mais c'est comme, tu te reconnais pas, il y a personne que tu vois qui est populaire ou que tu respectes, ou tu sais, t'as pas de modèle de gay, fait que si t'es un peu intéressé par les femmes, je suis sûr que le monde se rangeait plus vers ça, qu'aujourd'hui, il y en a plein, puis tu te dis, c'est accepté, c'est une cool. Bonne observation que tu fais là, mais ça fait longtemps que je pense que ce débat-là a été fait. Moi, je suis dans la cinquantaine, là, j'ai pas 20 ans, là, puis je sais qu'il y a des gays qui vont hurler quand ils vont entendre ça, là, mais moi, j'ai jamais été discriminé, OK? Puis si je l'ai été, je m'en suis même pas rendu compte, puis ça m'a même des fois été bénéfique parce que ça m'a fait un réseau social, ça m'a propulsé, des fois ça m'a aidé professionnellement puis personnellement d'être gay. Ça, il y a pas, tu sais, je suis pas une victime, OK? Moi, j'aime pas le discours victimaire qui est associé à l'homosexualité au Québec. Je pense qu'on n'est pas des victimes. Il peut y en avoir certaines victimes, mais collectivement, on n'est pas des victimes. Puis c'est la même chose pour les immigrants, puis c'est la même chose pour les femmes. Puis ce qui est différent avec la théorie de genre, puis avec la transformation, puis les trans, puis tout ça,
c'est qu'il y a quelque chose qui est irréversible là-dedans. Là. Puis il y a des décisions, tu sais, il y a des décisions importantes qui sont prises, qui concernent ton corps à un âge très bas, où tu es parfois influençable, où tes idées sont un peu plus confuses. Moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes, surtout quand ça se fait à l'abri de la connaissance des parents. J'ai un gros malaise avec ce qui se passe actuellement dans ce dossier-là. On a présenté au Parti conservateur du Québec, d'ailleurs, un mémoire, parce qu'ils ont fait un comité là-dessus, là, sur les transformations de genre, là. Et on est le seul parti, à ma connaissance, qui a déposé un mémoire. Puis on avait des positions très strictes là, par rapport à ne pas mutiler les enfants au Québec tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas eu un suivi, puis tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas atteint un certain âge pour s'assurer que... On ne dit pas qu'on est contre, là. Puis j'ai même fait cette sortie-là. Puis c'est là que tu vois comment la théorie... La politique de l'annulation, la cancel culture, la culture de l'annulation est forte. Je l'ai faite avec Michel Blanc, qui est probablement la transgenre la plus connue au Québec, en tout cas de ma génération, et moi qui est gay, parce que je voulais pas qu'on se fasse accuser de transphobie puis d'homophobie. Puis les deux, on avait le même discours là-dessus. Fait que je pense que c'est important que les gens comprennent là, qu'on peut dire ça sans se faire taxer, sans se faire étiqueter d'être intolérant. Il faut avoir un débat sérieux, peu importe vos opinions. Il n'y a pas de... faut pas... C'est trop important, là. C'est quelque chose qui est en train de se produire, qui peut avoir un impact. Évidemment, on ne parle pas de millions de personnes, là, mais c'est quelque chose qui a une croissance importante puis qui pourrait avoir encore beaucoup plus d'importance à l'avenir. Ouais. Puis aussi, moi, un truc que je suis pas d'accord nécessairement, c'est tu dis ça fait longtemps, mettons, que le combat des gays a été gagné. Puis, mettons, moi, de mon expérience, au secondaire, tu sais, ça fait genre 10 ans que je suis au secondaire, j'ai 25 ans, fait que j'avais 15 ans, le 10 ans. Puis ça existait, là. Je me rappelle que moi, pendant ma puberté, je me disais, hey, j'espère que je serai pas gay parce que ça me tente pas là, d'être le seul gay de ma classe. Puis là, tu sais, y en a, c'était pas genre les gays se faisaient battre ou se faisaient enfermer dans les cases, c'était pas extrême comme ça. C'était plus subtil, mais ça existait. Là, oui, mais moi aussi, ça existait. C'est sûr que ça, mais tu sais, des jokes de tapette, ça va toujours exister. Là. Mais là, je pense que ça existe moins. Mais tu sais, comme moi, j'étais le plus je pense petit. Que ça n'existera pas. J'étais le plus petit de mon école, puis je me suis tellement fait écœurer et intimider. C'est même pas par l'orientation sexuelle. Tu sais, on dirait que. Dès que tu as une différence, le monde oui, t'es roux, tu te fais accuser. Mon ami roux, c'est carotte, on l'a niaisé. Là, le plus grand, le gars, il mesurait 6 pieds 1, 250 livres. Il se faisait écœurer aussi, tu sais. C'est juste que, à un moment donné, faut... Un enfant, c'est un enfant. Ça peut être méchant aussi. Là. C'est ça, mais sauf que si tu connais le concept puis tu sais que la personne... Tu sais, plus tu es éduqué, moins tu vas être méchant. Là. Si tu sais c'est quoi l'homosexualité, tout ça. Je pense que c'est bon là, que les jeunes ils sachent des certaines bases. C'est ça, c'est important. Mais de là à commencer à présenter des théories de genre à des enfants, là, il y a une nuance. De là à pouvoir prescrire des bloqueurs d'hormones à des enfants sans que les parents soient au courant, il y a une grosse nuance. Mais non, mais c'est vrai que ça se passe. Là. Ce que je viens de dire là, c'est pas une 14 ans, les parents sont pas obligés d'être au courant. Mais c'est ça. Là, moi, ça me fait capoter un peu. Le fait que tu sais pas que ton enfant a changé de prénom, puis ils ont changé le genre de ton enfant à l'école. Moi, j'aimerais pas ça. Être un parent peut apprendre ça par un voisin ou par un enfant du voisinage. Il y a des choses qui se passent dans les écoles du Québec qui sont préoccupantes à l'heure actuelle, puis il faut en parler, puis il ne faut pas avoir peur de se faire taxer d'intolérant parce qu'on soulève des bonnes questions. Mais surtout qu'on voit qu'il y a des statistiques qui existent pour vrai, qu'il y en a beaucoup qui ont fait la transition, qu'après, ils sont pas mieux, même des fois c'est pire, puis là, ils veulent retransitionner, mais là, c'est ultra compliqué, voire impossible. La détransition, puis le taux de suicide des personnes qui ont transitionné, il est ultra élevé aussi, parce qu'il y en a que ça n'a pas nécessairement réglé les problèmes. Fait c'est sûr que quand tu as un jeune qui veut faire ça, il faut que tu aies posé des questions comme il faut. Il faut vraiment que tu sois sûr de ta shot. Je pense que ça peut être une bonne alternative pour certaines personnes, mais il faut vraiment que tu aies pensé à ça. À 14 ans, es-tu assez responsable pour vraiment être capable de prendre une décision? Tu sais, à 14 ans, je mangeais du sable quasiment. Là, puis c'est l'État qui couvre les frais des opérations. Toi, tu vois ça comment? Bien, je vais revenir à sa question à lui pour commencer, là, parce qu'il y a eu un reportage à Radio-Canada, je ne sais pas si tu l'as vu récemment, il y a quelques mois, sur les transitions. Puis on voyait, notamment, ils ont accompagné une fille là, qui voulait transitionner dans une clinique à l'abri de ses parents. Puis ça lui a pris quelques minutes de consultation chez un médecin pour pouvoir avoir des bloqueurs d'hormones. Moi, ça m'a fait un peu freaker, là. C'est quelque chose d'ultra sérieux. Puis ça a été ça, nous autres, le point de départ qui a fait qu'on a présenté une politique là, pour dire là, faut ça va beaucoup trop loin, puis il faut mettre un moment donné un frein à tout ça. Là. Fait que ça a commencé là. Pour ce qui est ta question à toi, c'était plus par rapport à... c'est l'État qui couvre les frais, d'une opération pour une transition. Ben, écoute, c'est sûr que au Québec, on a choisi que le système de santé était universel et gratuit. Si c'est des soins de santé,
c'est sûr que là, il faut que l'État assume cette fonction-là. Maintenant, c'est des frais souvent qui sont exorbitants pour ces gens-là. Il y a des frais esthétiques aussi. Il y a toutes sortes de frais. Fait que c'est sûr que on peut pas, tu sais, juste si la courbe actuelle de croissance est aussi phénoménale, ça va coûter une beurrée tout à l'heure. Là. Fait que c'est sûr qu'on n'aura pas les moyens de financer ça. Il faut trouver un moyen de voir comment l'État peut aider ces gens-là. Parce que souvent, puis, tu sais, il faut faire attention parce qu'on tape sur des gens là, qui sont très mal pris. Là. C'est des gens souvent qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont des problèmes, qui ont des difficultés économiques, qui ont des... C'est pas des réalités toujours très, très heureuses. Là. Donc, puis souvent, c'est un symptôme, là, la volonté de transiger, là, parce que c'est des gens qui souvent sont pas bien dans leur peau pour toutes sortes de raisons. Là. Puis je pense qu'ils ont besoin d'un accompagnement. Puis c'est pour ça, justement, qu'avant d'investir dans des transitions, il faudrait que psychologiquement, on investisse pour une aide, pour une assistance à ces gens-là, parce que je pense que c'est d'abord et avant tout de ça dont plusieurs ont besoin. Là. C'est ça, parce qu'il y en a plein, là, des transitions que c'est un succès puis que ça a été la meilleure chose pour la personne. C'est juste d'avoir toutes les informations à te faire le move. Là. C'est un gros Puis à move, quel là. âge on permet de faire le move? Puis est-ce que oui ou non, les parents doivent être impliqués dans le processus quand c'est des mineurs? Toutes ces questions-là sont interreliées. Ouais. L'économie au Québec, ça va-tu bien ou ça va-tu pas bien? Écoute, ça va plus que mal. Là. On a eu récemment la mise à jour économique de notre ministre des Finances, Éric Girard. Juste vous dire que il nous a confirmé que le déficit cette année est de 11 milliards de dollars. C'est le plus élevé de l'histoire du Québec. Ça, c'est votre gang, votre génération qui va assumer la facture. Pendant ce C'est une temps-là, vraie dette, ça existe pas. ben, C'est un attends chiffre une minute, inventé. là. La même journée, la première ministre de l'Alberta, une conservatrice, Danielle Smith, que je connais bien, annonçait un surplus de 4,6 milliards. Fait que là, tu dis que ça n'existe pas. OK, ça n'existe pas, mais ça existe qu'à la fin de la semaine, tu vas payer des taxes et des impôts sur ton chèque de paye. Mais en fait, c'était plus ça. Puis- C'est quoi les impacts? Genre, c'est ça. Genre, pour moi, genre, je comprends pas c'est quoi ça. OK, gars, calcule là, qu'une scène, c'est 1% de TPS, mettons, OK, ou de TVQ. Fait que 11 milliards, ça veut dire qu'il aurait fallu qu'on te vende tes produits 11% de plus. OK. Ça te parle-tu? Ouais. Ça, c'est juste pour équilibrer le budget. Si on avait fait un surplus de 4,6 milliards, ça veut dire qu'on aurait pu baisser tes taxes de 4,6 cents à chaque fois que tu achètes quelque chose, alors que le Go, il est en train de l'augmenter de 11 cents. OK? Fait que c'est juste que tu comprennes que ça a un impact sur ta capacité de payer, puis ils sont en train de t'appauvrir quand ils font ça. Puis c'est sûr que tu as raison, là. C'est des gros chiffres, puis c'est bien déconnecté de notre portefeuille, puis on a l'impression que ça se passe 100 pieds au-dessus de nos têtes, puis que ça, de toute façon... Justin Trudeau a déjà dit ça aussi, là, la dette, ça se paye tout seul. Il y a comme une pensée magique, mais à un moment donné, on frappe le mur. Puis ça, au Québec, on vit plus pauvre, c'est parce qu'on est obligé de payer plus de taxes puis plus d'impôts pour rembourser les conneries du passé. Puis quand on entend, par exemple, que Nordvolt, on vient de perdre 710, 720 millions pour absolument rien parce qu'ils n'ont pas fait leur recherche de base avant de mettre de l'argent dans une multinationale étrangère parce qu'ils voulaient bien paraître pour dire qu'ils sont verts, puis sont pour la filière batterie. Bien, 700 quelques millions, là, calcule par tête de travailleur combien ça représente. Là. Puis, tu sais, au lieu de recevoir un chèque de 250$ de Justin Trudeau, c'est une facture de François Legault de 250$ qu'on vient tous de recevoir. Là. Juste pour une décision mal avisée, là, comme celle-là. Puis là, j'ai pas pris Lion électrique, puis je te parle pas de Taiga, puis je te parle pas de Vision Marine, je te parle pas de tout le reste de la filière batterie, où c'est toutes d'autres factures qui s'accumuleraient. Mais il faut que les gens comprennent, puis peut-être que c'est ça notre rôle, nous autres, comme conservateurs, de vulgariser quand il y a des décisions économiques qui sont désastreuses comme ça, qu'est-ce que ça représente dans le portefeuille de chaque Québécois, chaque contribuable. Là. Puis le congé de TPS, c'est une bonne chose? C'est électoral? C'est... Écoute, moi, je serais pour si c'était permanent. Moi, je pense que les Québécois et les Canadiens ont besoin d'avoir des baisses de taxes puis d'impôts. Que je t'ai dit tantôt, il faut que le gouvernement se serre la ceinture pour que la classe moyenne puis les travailleurs puis les jeunes aient plus d'argent dans leur poche. Maintenant, 2 mois avant les élections, 2 mois avant une campagne électorale, puis tu sais, c'est comme si je te vole ton portefeuille puis je te redonne 10$ qui est dedans. Tu vas-tu me remercier ou tu vas m'envoyer promener? C'est ça la question. C'est un test d'intelligence, cette affaire-là. Allez-vous mordre à l'hameçon? Voyons donc. Le gars, il vous a volé votre portefeuille puis il vous redonne une fraction de ce qu'il y avait dedans. Puis là, vous voulez le remercier puis vous voulez voter pour lui. C'est ça. Parce que ça va fonctionner? Ben écoute, ça a fonctionné avec François Legault. Rappelle-toi qu'il donnait des chèques de 500$ aux dernières élections. Puis il y en a une couple qui ont dit continuons. Là. Fait que... Je comprends.
On est revenu à Duplessis, donnait pas des caisses de 24, genre. Ben, en fait, c'est bien pire parce que à l'époque, c'était des frigidaires à une C'est famille ça. qui votait pour eux autres. Ou l'électrification des campagnes. Ou C'est lui qui a- l'électrification des campagnes. ouais. Mais, Ouais, C'est- mais pour c'est moi, ça. je vais vous mettre l'électricité. mais ça, C'est un- il y avait une logique, tu sais, parce que tu voulais développer une infrastructure ouais, dans les ouais. régions. Mais distribuer des chèques, ça avance à rien, là. Non. Puis je suis pas contre. Là. Moi, je veux me donner de l'argent. Puis je comprends les gens aussi qui sont contents et disent « Hey, cette année à Noël, ça va aller mieux parce que j'ai eu un congé de taxes pour telle affaire. » Mais il faut comprendre que s'ils avaient fait des surplus, s'ils avaient économisé, s'ils avaient bien géré notre argent, puis ils prenaient l'argent dans le surplus pour nous envoyer des chèques, je dirais, OK, ça passe. Mais là, c'est pas ça qu'ils font. Ils vont juste nous endetter encore plus, puis envoyer encore plus la facture à la prochaine génération. Parce que le 5, 6, 7 milliards que ça va coûter, là, c'est vous autres qui allez le payer dans 15-20 ans. Là. 100%. Si, Qu'est-ce que tu penses de... Je t'ai découragé, Red. Ah hein? ouais, là, sacrément. T'es plus pauvre que tu pensais. Moi, je déménage, je m'en vais à Porto Rico. Qu'est-ce que tu penses de Donald Trump, le politicien? Ben écoute, c'est pas mon style du tout. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il était un peu trop agressif. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui est agressif de nature. J'aime mieux débattre dans le calme. Maintenant, je suis obligé de dire qu'il est en train de redéfinir la façon de faire de la politique parce que qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il a quand même réussi. Et il a réussi pour différentes raisons, mais entre autres à cause de son style. On peut pas le nier. Fait que j'ai du respect pour ça parce qu'il y a... Écoute, quelqu'un là qui a 97% des médias contre lui, qui a toutes les firmes de sondage qui disent qu'il va perdre, qui est accusé au criminel, que ses adversaires ils ont fait des procès publics puis civils pendant des années, puis qui réussit à revenir puis à être encore plus fort qu'il n'a jamais été, à gagner le Congrès, à gagner la Chambre des représentants, à gagner le vote populaire, puis à gagner 7 États, swing states sur 7. À un moment donné, tu te dis, OK, il y a quelque chose qui fait qu'il y a de l'allure. Là. Ou c'est l'incompétence de l'ennemi. Ou c'est un mélange des deux, mais tu sais, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. On peut pas faire abstraction de ce qui s'est passé aux États-Unis. Puis je sais pas jusqu'où. Tu sais, au Canada, on est un pays, puis au Québec aussi, là, on est un État qui a toujours été différent. Tu sais, on a toujours été plus smooth, plus modéré là-dessus. Puis je pense qu'on va le demeurer, puis j'espère qu'on va le demeurer. Mais il y a quand même, ça va quand même marquer la politique québécoise. Quand je t'ai parlé des leçons qu'il faut tirer des élections américaines, puis je pense que ça va... il va y avoir eu un avant et un après Donald Trump pour la politique, pas juste aux États-Unis, mais à la grandeur de l'Occident. La crypto-monnaie est de plus en plus populaire avec justement les élections avec Trump et Elon Musk. Est-ce que tu crois que la crypto-monnaie pourrait amener une décentralisation des systèmes bancaires puis ça pourrait être bénéfique pour notre système? Là, je vais faire une confession que j'ai jamais dit à personne, mais moi, j'en ai un Bitcoin. Je l'avais payé 5000 $. Et je suis très heureux aujourd'hui. Shit! Et je suis très heureux aujourd'hui, mais... T'as acheté ça en quelle année? Écoute, il y a plusieurs années... là. 5000... Non, ça fait une couple pas d'années cher. quand même. Non, c'est pas cher. Mais quand même, c'est un bon placement. Puis je me faisais dire dans le temps par les politiciens qui nous gouvernent aujourd'hui que c'était un mauvais investissement puis il fallait mettre l'argent dans Nordvolt. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui me dit ça. Mais moi, je pense que c'est une initiative individuelle. Puis c'est des gens qui choisissent librement d'acheter ou de vendre du Bitcoin. Le gouvernement n'a pas à s'ingérer dans nos décisions puis dans nos choix. Puis il y a toutes sortes de raisons pourquoi les gens peuvent acheter du Bitcoin. Il y a des gens qui veulent diversifier leur portefeuille. Il y a des gens qui veulent payer différemment, qui veulent être à l'abri du gouvernement. Chacun a ses raisons de le faire. Puis si tu respectes les lois, pourquoi pas? Moi, ça a toujours été mon approche. Puis je sais qu'il y a des gens qui vont perdre de l'argent parce que Bitcoin, c'est comme tout. C'est comme la bourse, c'est comme tout le reste. Là, ça monte, ça descend. Là, ça a monté, mais ça peut redescendre d'un matin. Là. La bourse, c'est volatile à 15%, le Bitcoin à 60%. C'est ça, non, c'est encore plus volatile. Fait que, tu sais, je dirais pas à personne de mettre son régime de retraite là-dedans, là, mais de prendre 1% puis le mettre là-dedans puis de voir ce qui peut arriver, ça peut être intéressant pour certaines personnes. Il y a des pays comme la Chine, la Russie et les États-Unis, je pense qu'ils veulent aller vers là puis se créer une réserve fédérale de Bitcoin. Tu sais, là, il y avait l'or, là, ils vont plus peut-être aller vers le Bitcoin. C'est une bonne stratégie pour un politicien, pour une politique? Écoute, au Québec, on n'a pas de politique monétaire là, parce que ça aussi, c'est une compétence fédérale. Ouais. Mais je note ça, je vois que c'est en train de progresser. L'échange de devises, pour nous autres, en tant que Québécois, ça peut être très intéressant hein, parce que notre principal partenaire économique de loin, c'est les États-Unis. Là, si Donald Trump commence à ouvrir c'est pour ça que d'ailleurs que le Bitcoin a monté depuis qu'il est élu. Là, vous avez compris que les gens savent maintenant que le Bitcoin va avoir une place plus importante dans l'économie qu'il en avait avant son élection ou sa réélection. Donc, pour nous, de transiger, c'est une barrière, veut pas, là, les devises. Là, le fait qu'on n'a pas le même dollar que les Américains. Est-ce que ça va faciliter
notre commerce, parce que c'est ça qu'on souhaite en tant que Québécois, hein, c'est d'avoir de plus en plus d'échanges avec les Américains, parce que nos entreprises, c'est là où ils exportent le plus. Donc, je pense que ça pourrait avoir un effet très bénéfique pour le Canada puis le Québec. C'est sûr qu'avec ce genre de monnaie-là, où ce que les banques, ça enlève un intermédiaire, les banques qui coûtent des gros frais, ça comme tu dis, ça serait plus facile. Ce serait plus fluide économique. comme échange. C'est C'est ça. ça l'idée. C'est vraiment de toi à moi au lieu de passer par un intermédiaire. Tu sais, moi, je suis pour la décentralisation. Tantôt, je vous ai parlé d'Ottawa vers Québec, puis même, je pourrais vous parler de Québec vers les municipalités, mais je pense aussi que vers les banques centrales, vers les individus, puis vers des alternatives, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est positif. Tu sais, moi, il y a peut-être ça aussi, la gauche et la droite, là, une des différences qu'on parle moins souvent, mais c'est ça, c'est la décentralisation, c'est de ramener le pouvoir le plus près de l'individu possible. C'est ça, être à droite. Puis être à gauche, c'est le contraire, c'est de vouloir centraliser le plus possible pour que des gens qui sont mieux c'est comme ça qu'ils le voient, eux autres, là, qui sont mieux placés que nous pour décider ce qui est bon pour nous, peuvent prendre des décisions. Ouais. Ben, c'est comme une meilleure répartition, I guess, mais ça faut qu'il y ait quelqu'un au-dessus qui répartit. C'est toujours ça le problème. C'est ça qui qui est le complexe. mieux pour répartir. Exact. Éric, on veut connaître l'humain derrière Vas-y. le politicien. Fait qu'on a une question qu'on pose à tous nos invités. Là, c'est le classique de Prends un break. C'est le segment qui est présenté par Eros et compagnie, by the way, dans le chat avec le code BREAK15. Vous sauvez 15% de rabais sur tous les produits en magasin. Plus de 26 succursales. Ça va bien, leurs affaires. On voudrait savoir, Éric, c'est quoi ta meilleure anecdote de célibataire? T'as-tu déjà été célibataire un peu? Ça fait longtemps que je ne le suis plus parce que, comme je t'ai dit tantôt, mon chum, ça fait 11-12 ans qu'on est ensemble. On s'est d'ailleurs rencontré sur la rue Saint-Laurent, pas très loin d'ici. Non, pas du tout. Je l'ai rencontré sur la rue Saint-Laurent. Il était, mon chum, il y avait une boutique à l'époque sur Saint-Laurent, puis il était dehors, puis il parlait avec quelqu'un, puis moi, je connaissais la personne. En tout cas, on s'est fait présenter par un ami commun. Puis c'est comme ça qu'on s'est connus la première fois, qu'on s'est vus la première fois. Et une anecdote particulière que j'aurais faite comme célibataire, ben notre première date, c'était arrivé un peu bizarre parce qu'au début, on a commencé à se jaser un peu, puis il était venu m'aider pour toutes sortes d'affaires, mais on n'avait pas... c'était platonique, notre affaire. Là. Et puis après, à un moment donné, il trouvait que je niaisais trop, puis c'était trop long avant qu'il se passe de quoi, fait que il avait comme décidé de me flusher. Puis un soir, il avait comme pris un coup, puis il a décidé de cogner à ma porte assez tard le soir. Et moi, j'étais en train de me préparer à souper. Je faisais des pâtes aux moules, puis j'étais tout seul. Et puis là, il est rentré, puis évidemment, je n'avais assez pour lui, fait que je l'ai fait manger avec moi. Puis les pâtes aux moules sont restées pour nous autres un plat qui a une signification très particulière. Hein? Ça a été le premier soir où on a consommé notre relation. Et donc, ça a été... c'est peut-être une anecdote un peu particulière, là, un soir bien chaud, mon chum qui retombe chez nous, puis que je suis en train de cuisiner des pâtes aux moules, puis que ça finit que... manger des c'est moules. le match, mec. C'est ça que c'est bizarre. C'est paradoxal que deux gays se soient unis grâce au... ouais, c'est vrai! C'est bon, ça. Ben, ça te mérite ton cadeau. Ça te mérite ton cadeau, Eros et compagnie. J'ai un cadeau en plus. Ça vient avec un cadeau. Ben oui. Que je l'ouvre ou que je le cache? Tu peux l'ouvrir. Tu peux l'ouvrir. Okay, je vais regarder ça. C'est un spécial, là, quand même. Là. Oh, OK. C'est un double. C'est un jeu. OK, c'est un... Comme Face Duel. Pour voir si les politiciens, c'est des crosseurs. Ah, c'est ça, OK, c'est pour ça. C'est là, on va vérifier ça. C'est un jeu. Des piles qui viennent avec ça ou c'est électrique? Non, c'est électrique, là, c'est manuel. Dans le fond, tu mets comme de la crème fouettée ou du lait, puis là, il faut que tu pompes, puis lui qui pompe le plus. C'est mettons, lui que ça toi, explose. tu gagnes, ben, ça va revoler d'en face à ton OK, chum. c'est C'est bon, genre un jeu de ça. party un peu. Ok, Je sais pas si c'est le genre de party que à Noël, toi, on tu va t'adonnes. pouvoir savoir quoi faire comme invité. Pas sûr que le monde va le voir venir fêter chez nous. C'est ça. Merci beaucoup, les gars. Ça a été bien agréable. Puis continuez votre bon travail. Je pense que ce que vous faites, c'est l'avenir. Puis vous êtes dans votre créneau, là, vous êtes de plus en plus reconnus. Puis je suis content d'avoir été le premier politicien à briser la glace chez vous. Merci vraiment J'espère que d'être je ne suis pas le dernier, honnêtement. J'espère que les autres vont pas avoir peur de venir vous voir parce que il y a toujours un risque quand on vient jaser dans un podcast. Ah oui, je pense que c'est pour ça que les politiciens en font pas beaucoup. Là. Non, même que j'aimerais ça, puis c'est un appel à ceux qui écoutent, mais genre j'aimerais ça qu'on ait quelqu'un de la gauche qui vienne pour un podcast. Ben oui, pourquoi pas. J'aimerais avoir un peu les deux Gabriel. specs. On avait déjà essayé Gabriel Nadeau-Dubois. Es-tu venu? Il Non. voulait pas à ce moment-là, mais peut-être que ça pourrait changer. Ouais. Fait que Gabriel, on te lance l'invitation si jamais ça t'intéresse. Puis c'est ça, moi je trouve que c'est intéressant, tu sais. Puis même moi des fois, puis je suis curieux un peu de savoir ton opinion là-dessus juste avant qu'on close. Souvent moi je me demande
Moi, j'aime mieux. Je suis neutre politiquement. Tu sais, j'aime. On dirait que je suis capable de bien m'entendre avec une féministe. On va avoir des points en commun, je vais être d'accord. Je suis capable de bien m'entendre avec toi. Puis je trouve que c'est ça un peu le rôle d'un podcaster. Toi, est-ce que tu penses qu'il faut avoir un camp? Tu sais, des fois, même le monde le critique un peu. C'est comme, prenez un side, là, sinon. Ben, c'est sûr qu'à l'élection, t'as pas le choix. Là. Tu peux pas voter sur tous les bulletins de vote, sinon ils vont annuler ton vote. Publiquement, mettons. Mais publiquement. Penses-tu que c'est un devoir? Écoute, non, montrer t'as ses pas de couleurs? devoir. Moi, j'ai animé pendant des années la radio, là, et moi, je le disais tout le temps. Je disais pas au monde de voter comme moi, là, mais je trouvais que j'avais un devoir de transparence. Moi, j'avais décidé que j'étalais mon billet, parce qu'on en a tous un, là. Tu dis que tu n'as pas, mais... Non, mais je suis pas neutre, là. C'est sûr que t'es pas neutre. Les neutres plates, c'est très plate. Quelqu'un qui est très neutre, là, ça va être ultra plate, là, mais moi, je pense que par honnêteté pour notre auditoire, c'est toujours intéressant de le savoir, mais en même temps, tu n'as aucune obligation. Si toi, personnellement, pour toutes sortes de raisons qui t'appartiennent, tu décides de ne pas révéler ça, c'est ton choix. Mais moi, je juge pas quelqu'un, puis même j'apprécie quand quelqu'un me le dit. Moi, j'aime ça aller dans des émissions que je sais que l'animateur, je sais exactement où il loge. Puis j'ai pas de problème, ça m'empêche pas d'y aller, au contraire. Là. J'aime ça avoir des bons débats, mais moi, je trouve que... Tu sais, j'ai aimé ça, Joe Rogan, on a parlé tantôt, là. Ouais. Tu sais, Joe Rogan a toujours été vu comme... En fait, il était un démocrate, il avait appuyé même Bernie Sanders dans le passé. Puis cette année, il l'a dit, dans un échange avec Elon Musk, il l'a révélé qu'il allait voter pour Trump cette année. Puis j'ai trouvé ça honnête de sa part parce qu'on le voyait un peu venir, là, ceux qui ont suivi les podcasts. Mais il l'a dit comme la veille des élections. C'est Mettons, ça. il a gardé le rôle. Parce que c'est ça un peu quand tu fais des entrevues. Il faut Mais à la fin, il l'a dit. Juste à la avant de voter, fin, il l'a dit. C'est ça. Mais je pense que la raison pourquoi il a attendu de même, c'est justement. C'est un peu pour ça que moi. J'ai pas envie non plus que quelqu'un qui est pas d'accord nécessairement avec moi, ils veulent pas venir au podcast. Parce que peu importe c'est où ton opinion, on va quand même réussir à trouver Mais moi, des points même si communs, tu dis là. que tu vas voter QS, je vais quand même revenir te voir. Ben c'est ça, on va jaser pareil. Fait que c'est ça. Mais un gros merci d'être Un gros merci, Merci à sur vous le deux, podcast. hein. C'est Ça a été vraiment bien intéressant. agréable. Ben oui. Un gros merci à tout le monde d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, laissez-nous le sans savoir d'un commentaire. Ou sinon, c'était merci à Eros et compagnie avec le break 15% de rabais sur tout. Sève, c'est en vente dans les SAQ. Allez vous gâter ça. Puis joyeux temps des fêtes. Un gros merci d'avoir été là. C'est Frank the Draper, Ricky Boy du M et mon beau-frère pour le fameux podcast. Prends un break. On se dit ciao, baby!